Hello to you. Bienvenue les amis dans le 12e épisode de La Cloche, en compagnie de Ali de Catch Club et de Christophe de Ajus. Bonjour à tous, bonjour Ali, rebonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Donc aujourd'hui on reprend à partir de WrestleMania 25. Comme d'habitude on va faire une année du côté de la WWE. Un petit point ICWA cette semaine tout de même à la fin de la vidéo. On n'a pas eu le temps la semaine dernière. Il parle comme une présentatrice météo. Un petit point du côté du sud-ouest où le vent continue à souffler. Exactement. Il me faudrait un petit fond vert. Oui, bah, c'est un fond vert. Hein. Vous croyez que c'est un vrai appartement? Pas du tout. Et une petite tenue sexy. Mais il est sexy. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire à Ali qu'il est sexy. Contrairement à ce que vous pourrez croire, il a aucune confiance en lui. Donc allez-y, mettez-lui le niveau de confiance. Bref. Donc on va enchaîner après WrestleMania 25. On va citer 2-3 grands moments de l'année 2009. Oui. Et ensuite on va enchaîner directement avec l'année 2010 parce que là on a un très beau moment pour commencer l'année. Oui. Et ensuite un très gros WrestleMania tout de même, WrestleMania 26. C'est vrai. Donc pour commencer, la première rivalité qui nous marque en 2009 après WrestleMania 25, c'est CM Punk contre Jeff Hardy. À ce moment-là, donc pour resituer la scène, CM Punk après WrestleMania a la mallette Money in the Bank pour la seconde fois. Ouais. La première fois, il l'avait encaissé, il était devenu champion du monde, il avait eu un règne honnêtement oubliable, on va dire, c'était pas la folie quoi. Là, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que lors du pay-per-view Extreme Rules 2009, il va intervenir à la fin du show. Donc on a un ladder match entre Jeff Hardy et Edge sur lequel j'aimerais bien que tu nous dises ton avis, tes souvenirs. Oui, vas-y. Et donc juste pour rappeler, donc, on a ce ladder match, Jeff Hardy remporte le match, il devient champion pour la deuxième fois, mais tout de suite après, CM Punk arrive, il encaisse sa mallette et il bat Jeff Hardy et il lui prend le titre et il brise le cœur des fans. Donc dis-nous ce dont tu je l'ai commenté, ça je m'en souviens parfaitement pour le DVD. À l'époque, nous faisions encore avec grande joie les DVD avec Philippe Chéreau. Je sais que le match est excellent, mais je ne l'ai jamais revu depuis. Donc j'avoue, j'en ai pas de souvenirs ouf. Mais effectivement, c'était un match assez dingue et je pense que c'était au niveau vraiment de ce qu'on aurait pu attendre d'un Jeff Hardy Edge qui avait déjà écrit l'histoire des matchs de l'échelle en équipe et qui là pouvait continuer à le faire en solo, même si Edge avait déjà continué à en faire des beaux tout au long de sa carrière. On a parlé de celui avec Ric Flair qui n'est pas incroyable mais qui, vu l'âge de Ric Flair, voilà, ouais, c'est quand même assez exceptionnel. Je me souviens du choc et de la déception que ça a été un peu le crève-cœur pour tous les fans de voir CM Punk voler en quelque sorte la victoire de Jeff Hardy. Et on sentait déjà à l'époque, même si c'était peut-être pas vrai, j'en sais rien, mais que les deux ne s'aimaient pas. Il y avait un côté réaliste dans le côté CM Punk qui vient briser l'élan de Jeff Hardy, qui vient lui prendre le titre après un match de l'échelle épuisant et magnifique. Donc voilà, moi c'est surtout ça que je retiens, c'est le début de cette rivalité où dès le début on se dit qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour entre les deux, quoi. Parce qu'au final, les deux, si on parle un petit peu de leur vie privée, de leur vie personnelle, les deux sont totalement opposés. Exactement. Donc pour rappel, CM Punk est straight edge, ça veut dire pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe en dehors des relations. Alors il y a beaucoup de catcheurs quand même dans le monde du catch et c'était une grosse discussion, je m'en souviens à l'époque dans les vestiaires ICWA avec les étrangers, les catcheurs anglais et autres, qui disaient que c'était qu'une gimmick. Qu'en réalité CM Punk buvait de l'alcool, bon peut-être pas se prendre des drogues comme Jeff Hardy qui en abusait beaucoup, mais en tout cas, beaucoup de catcheurs européens étaient persuadés que c'était qu'une gimmick et que CM Punk, en réalité, faisait ça parce qu'il avait senti, en quelque sorte, l'air du temps changer et que, effectivement, ce côté straight edge allait devenir de plus en plus populaire. Bon, personnellement, je pense que non. Je pense qu'il est sincère. Et puis, il a quand même pas mal de tatouages qui... Le fameux Pepsi. Oui, bon, ça à la rigueur, c'est juste parce qu'il est fan. Et ça, c'est très culturel. C'est aux États-Unis, il y a vraiment depuis toujours cette guerre entre Coca et Pepsi. Oui. Dans les publicités, aujourd'hui, on peut le faire en France, mais les marques n'en abusent pas vraiment. Mais aux États-Unis, ça a toujours été des pubs comparatives où on pouvait dire voilà, le concurrent c'est pourri et nous c'est le meilleur. Donc peut-être que ça, c'était juste une idée de choisir son camp. Mais voilà. Bon. En tout cas, je pense que CM Punk est straight edge. Mais ça rendait la rivalité encore plus réaliste, puisqu'effectivement, on sait que Jeff est tout sauf straight edge. Mais c'est marrant de montrer à quel point le monde du catch a évolué, parce qu'à l'époque, quand CM Punk dit qu'il est straight edge, etc., avec sa gimmick, et que c'est sa gimmick, ça ressort parce que c'est le seul
Oui, bien Alors sûr. qu'aujourd'hui, il y a plein de catcheurs qui sont straight edge et c'est quelque chose qui est devenu totalement normal. Tu prends les Young Bucks, Kenny Omega, je veux dire, Ah, les c'est... Young Bucks sont Les straight Young edge? Bucks, oui, se vendent depuis Ouais, le donc, début qui sont straight edge. Puis il y a même plein de catcheurs à la WWE qui sont straight edge ou qui sont vegan, des trucs dans le genre. oui. Donc c'est Daniel Bryan, je crois qu'il est straight edge aussi. Je crois Daniel Bryan, alors je sais pas s'il est straight edge, mais c'est vrai que justement on l'a côtoyé à plusieurs reprises à la ICWA et après il est, je pense qu'il est pas vegan à 200%, je pense qu'il a selon des périodes de sa vie en fait il adapte pour être le mieux possible en Mhm. réalité. Donc, mais c'est vrai que je me souviens qu'après Japan Expo, on allait parfois au McDo, hein, les catcheurs aussi aiment aller au McDo après 2-3 jours de travail acharné à Japan Expo parce que c'était des longues journées quand même, on commençait le matin jusqu'au soir à faire des entraînements, des choses comme ça. Et quand on allait au McDo, c'est vrai que Daniel Bryan prenait des salades. Ok. Donc voilà, Daniel Bryan mange des salades au McDo. L'une des Sachez. rares personnes, ça existe. Oui, ça existe. Moi, oui, il y a quelques personnes quand même. Hein. Sinon, ils ne continueraient pas à en vendre. Mais oui, bon, en tout cas, Daniel Bryan en fait partie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était suffisamment exceptionnel. Mais on était vers cette fin de génération où les catcheurs, ça faisait partie du mode de vie, de ne pas l'être, straight edge, justement. Quoi. D'être sur la route. Il y avait encore l'exemple Ric Flair dans toutes les mémoires, de sortir du show et d'aller directement au bar de l'hôtel. Ric Flair qui faisait les invitations directes, je crois qu'on en a déjà parlé, mais voilà, à la télé, il disait oui, rejoignez-nous dans cet hôtel ce soir. Et effectivement, il y avait des milliers de personnes qui arrivaient dans le lobby de l'hôtel et puis c'était une fête toute la nuit. Donc pourquoi j'ai gueulé sur nuit, je n'en sais rien, mais je l'ai fait. Et donc je pense que voilà, ça faisait aussi partie du truc, quoi. Il fallait être un peu rock'n'roll, il fallait vivre la vie sur la route, comme les groupes de musique. Hein, c'est pareil, je veux dire, les Stones aujourd'hui certainement mangent vert Oui. et boivent du thé, mais ça n'a pas été toute leur vie comme ça. Il faut être honnête. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as envie de vivre la vie dont tu as entendu parler en fait durant Bah, toute c'est ta ça, il y a jeunesse, la on va légende dire, quoi. autour de cette vie rock'n'roll et que les catcheurs partageaient totalement, quoi. Donc Bah, c'est vrai que Straight Edge, CM Punk était vraiment à part là-dedans. Bret Hart le raconte aussi bien dans son livre, parce qu'il explique que lors des premiers shows, il arrive à la WWF. À un moment, il veut aller dans une chambre d'hôtel, je crois que c'est Kurt Hennig qui lui dit de venir, mais il toque à la porte, et là, un autre ancien veut pas trop le laisser rentrer, parce que c'est un fils de promoteur. C'est un débutant et en plus Ah fils oui, de promoteur. il a peur que ça... Les fameux FDP, comme on appelait ça avec Yann, Ah bon? les fils de prom. Ah, vous m'avez fait peur. Mais et donc à ce moment-là, Bret Hart, Kurt Hennig fait moi comment I vouch for him. Donc oui, 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 je me porte garant pour lui. voilà. Oui, je parle français. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, Et non, mais y a donc pas de... Bret Hart rentre et à ce moment-là, apparemment l'un des catcheurs, bah, il lui donne une paille et il fait bon, tiraille de coke. Ah, j'allais dire, tu veux un coca. Je suis vraiment naïf, quoi. Pas exactement c'est pas pareil, mais il fait oui, tu arrives et c'était ça au final. Le but de la soirée, c'était de finir la coke qu'il y avait et finir toutes les bières que tu avais au bar. Ouais. Et tu faisais ça soir par soir, sauf que Bret Hart justement explique que pour pas tomber dans ça, la drogue et l'alcool, bah lui au final il a choisi le sexe. Donc dans son livre qui est vraiment, je vous le conseille à tous, Bret Hart explique que ben, lors de chaque tournée il trompe sa femme quoi. Et au final c'est ce qui lui fait ne pas tomber dans les drogues et les différentes addictions. Au moins il est très honnête dans son livre, c'est ça qui est bien parce que il est très honnête sur ce qui se passe sur la route. Alors, pour être totalement honnête aussi, et parce que certains ont se posé la question, ça se passait pas du tout comme ça, la ICWA, par exemple. Enfin, là, nous, c'est le rock'n'roll à la française, quoi. Certes, il y avait des bières, certes, moi, j'aimais bien boire un peu de vodka à l'époque ou des choses comme ça, mais alors, de cocaïne, rien du tout. Pas de sexe non plus, malheureusement, parce que j'aurais pas été contre. Mais il y avait ces Mais il y avait il y avait le côté... une ambiance, Oui, oui, il y bien avait, sûr, il y avait... la effectivement... confrérie comme on disait Oui, oui, avant. on se rejoignait dans une des chambres et on discutait, on rigolait, on se regardait des Botchamania. Enfin, c'était vraiment de côté. Bah, c'est aussi le niveau de entre guillemets de popularité. Hein. Nous, on était une petite fédération, une petite structure, et on était fans de catch, donc on discutait de catch. Alors quand il y avait des étrangers, bah, on aimait bien discuter avec les étrangers qui nous donnent leurs expériences, voilà, leur vécu en quelque sorte. Donc on écoutait plus qu'on discutait. Puis quand c'était entre nous avec les catcheurs ICWA, ben voilà, moi je buvais un coup plus que de raison parfois, mais d'autres buvaient pas du tout. C'était jus d'orange et puis on discutait catch, on rigolait, on faisait des blagues potaches comme beaucoup d'entre vous certainement au foot le week-end ou dans d'autres sports, dans les vestiaires quoi. Ça rigole bêtement.
des choses stupides, mais alors pas du tout dans ces excès-là, quoi. C'était malheureusement, en tout cas pour les femmes, parce que j'aurais pas été contre quand même, mais pas du tout. Non, ça vraiment, ça n'existait pas, quoi. Bah, ça fait penser, comme tu l'as dit, c'est par niveau, donc c'est un peu comparable au catch indie, peut-être des US aussi, hein. Je veux dire, c'est un peu les mêmes délires où ils font des squats un peu les catcheurs après. Oui, mais je pense que ouais, j'ai l'impression que les catcheurs indie, quand même américains, après cela dit, ceux qu'on a bookés, bon là je pense immédiatement, bêtement, à la IWA Mid-South, comment il s'appelle, Ian Roten. Ian Roten, bon voilà, lui c'était déjà un peu plus sérieux. Alors certes, lui, vu qu'il était en France, évidemment il n'a pas pu dans l'avion ramener des drogues dures, mais dès l'avant-match, voilà, ça sentait déjà un petit peu l'herbe dans les vestiaires du show à Rotel à l'époque. Donc voilà, mais voilà, c'était beaucoup plus détente et beaucoup plus amical en quelque sorte, quoi. Bah, et tant mieux, hein, parce que franchement, ça aurait été triste qu'on tombe dans ces dérives-là, à tout prix vouloir côté rock'n'roll, soit, mais enfin bon, en réalité, ils en sont tous revenus. Non, Hein, c'est ceux qui ont vécu ça, une période de leur vie. Aujourd'hui, on est vieux. Hein, Ali, bon, du haut de ses 10 ans, certes, mais vieux quand même. Voilà, on se calme et on se rend compte que ça ne sert pas à grand chose finalement. Straight edge. Donc justement, on a cette rivalité avec CM Punk et Jeff Hardy qui va durer plusieurs mois. Donc le mois suivant, lors du pay-per-view, CM Punk va battre Jeff Hardy par disqualification en fait, parce que non, c'est Jeff Hardy qui va remporter le match, mais par disqualification, donc il ne remporte pas le titre, parce que CM Punk va frapper l'arbitre durant le match en fait. Et ensuite, lors du pay-per-view Night of Champions 2009, Jeff Hardy récupère le titre pour la troisième et dernière fois à ce moment-là. Parce que lors du prochain pay-per-view, qui est donc SummerSlam, Ah oui. c'est le dernier pay-per-view à ce moment-là de Jeff Hardy à l'époque. Donc Oui. tu peux nous rappeler ce qui se passe? En vrai, je me souviens plus du match en cage à SmackDown. Parce que vraiment, je me souviens sur NT1, ça avait été. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs numéros de La Cloche, Jeff Hardy était vraiment l'un des visages de la génération Catch Attack. D'ailleurs, quelqu'un dans l'épisode précédent demande c'est quoi la génération Catch Attack. J'appelle la génération Catch Attack les gens qui ont découvert le catch avec l'émission Catch Attack sur NT1. Donc gratuitement en France, c'était la première fois depuis j'ai pas le nom de la fédération, mais c'était Flash Gordon et ses compagnons qui avaient eu un show sur TF1 dans les années 90, début 90, mais de manière très confidentielle, puisque c'était tard le soir, je crois que c'était lundi vers 23h minuit, donc Flash Gordon le dit d'ailleurs merveilleusement bien dans l'émission Striptease, Flèche chez les pompiers, que je conseille, qui est quand même une référence de documentaire sur le catch français, malheureusement plus amusant que vraiment instructif, mais finalement, quand on regarde les documentaires sur les catcheurs américains, c'est quasiment la même chose. Donc on rigole parce qu'on est français, on a toujours tendance à un peu casser du sucre sur la France, mais finalement, ils vivaient comme les Américains. Et on le suit sur la route, vers un show et tout ça, et puis à un moment, il est avec les pompiers, et puis il explique qu'il est... c'est l'horaire poubelle, je crois qu'il dit à son interlocuteur, parce qu'effectivement, le lundi à 23h, les gens qui regardent le catch, c'est-à-dire le public populaire qui travaille le lendemain, va pas rester debout jusqu'à minuit le lundi soir pour regarder du catch. Donc effectivement, ça n'a pas vraiment marché, quoi. Et NT1 avait donc lancé SmackDown dans un premier temps, puis Raw en prime time le vendredi et le samedi. Et donc ça a lancé cette nouvelle génération de fans de catch qui fait qu'aujourd'hui, un homme talentueux comme Ali peut vivre de son métier en faisant vivre cette communauté, qu'on a autant de chaînes YouTube sur le catch, parce que c'est vraiment NT1 et Catch Attack qui ont relancé et qui ont solidifié en quelque sorte une vraie communauté du catch en France, quoi. Elle existait avant, mais on était beaucoup moins nombreux et puis moins regroupés. La plupart des fans aujourd'hui ont commencé à ce moment-là. Souvent, oui. Des fans de la période Canal comme toi et moi, je veux dire, voilà, il n'y en a plus énormément. Il y en a encore et on les salue, on les voit dans mais... les commentaires, mais effectivement, la plus grande partie ont commencé avec Catch Attack sur NT1 parce que c'était gratuit, tout le monde avait NT1, pas forcément au début parce que la TNT se lançait en France, donc c'était que dans certaines régions de France, et puis petit à petit ça s'est développé dans toutes les régions de France, mais voilà, c'était gratuit, donc tout le monde pouvait mater, puis c'était le vendredi et le samedi en prime time, donc totalement les soirées familiales où tu peux te mettre avec papa, maman, et je pense que beaucoup d'entre vous ont ce souvenir-là, parfois avec des parents consentants, ou parfois en leur imposant le programme télé, en leur disant non, moi je veux regarder le catch, avec les frères, avec les cousins, c'était vraiment le rendez-vous du week-end, quoi.
Exactement, le problème toujours que j'avais avec ma famille. Je veux regarder le catch, laissez-moi regarder le Ferme-la, catch. Ali. Et donc voilà, Jeff Hardy, bah, moi je me souviens comme dit principalement quand même de ce match à SmackDown, puisqu'on diffusait pas les pay-per-view, on les commentait pour les DVD, mais sur Inter il n'y avait pas les pay-per-view, on donnait que les résultats. Et ce match Jeff Hardy, CM Punk en cage à SmackDown, bah, voilà, c'est sans doute l'un des derniers gros moments de cette génération catch attack qui petit à petit après va s'éloigner du catch parce que bah, ils auront perdu l'un de leurs principaux héros qui est Jeff Hardy. Jeff Hardy donc décide de quitter la fédération à ce moment-là. Et on pense, donc d'après ce qu'on a lu, ce qu'il expliquait à l'époque, c'était pour soigner des blessures, etc. Sauf que 4 mois plus tard, au final, il signe avec la TNA. Et puis peu de semaines après, il se fait arrêter avec détention de stupéfiants et en énorme quantité. Il est passé très près, l'expression française de la correctionnelle, mais là pour le coup il est passé très près de longues années en prison parce qu'au début, si je me souviens bien, il était accusé, je crois, de non seulement possession, ce qui est déjà grave, mais moins, mais surtout, vu le nombre, il pensait que c'était un dealer, quoi. Ce qui n'était évidemment pas le cas, mais enfin, je dis non, j'en sais rien, en fait, finalement, je connais pas, mais enfin, je pense pas du tout. Je pense que c'était juste qu'il était totalement inconscient et que puis il avait eu des moments difficiles. Ça paraît ridicule, mais voilà, il y avait sa caravane qui avait brûlé parce qu'ils vivaient dans une caravane dans leur propriété. Le Hardy Compound. Oui, voilà, à Cameron, en Caroline du Nord, aux côtés de la maison, je crois, de Matt. Et il me semble qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre. Et Jeff, son côté un petit peu bohème, fait que lui était plutôt vivait dans une caravane. Ce côté artiste, il écrivait de la zik et tout. Et la caravane avait brûlé, son chien était décédé dedans. À l'époque, il était, si je me trompe pas, célibataire. Enfin, voilà, son animal, c'était son compagnon de fortune et d'infortune, en quelque sorte. Donc ça lui avait fait un gros coup. Donc bon, voilà. Après, il y a moult explications. On tombe souvent sur Jeff Hardy. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'essaie toujours un peu de comprendre la psychologie des gens et tout. Et il faut pas oublier que Jeff Hardy et Matt Hardy ont perdu leur maman très jeune, qu'ils ont été élevés par leur papa, qui visiblement était quelqu'un de bien, mais la Caroline du Nord, bon, ça reste un endroit très rural, donc je pense que c'était quelqu'un d'assez dur, qui peut-être ne parlait pas beaucoup, donc ils se sont un peu élevés tous les deux, ensemble, passionnés par le catch, ils ont commencé très tôt à bosser, donc ensuite qu'ils aient tous les deux eu des périodes où ils sont un peu partis en vrille, c'est pas forcément étonnant, quoi. Comme dit, quand on perd sa maman quand on est enfant... qu'on n'est que son frère sur qui on peut compter, qu'ils ont grandi dans le monde du catch qui n'est pas un monde totalement sain, en tout cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que même Shawn Michaels à une période se moquait des jeunes superstars de la WWE en disant mais c'est quoi ces gars, les mecs ils boivent de l'eau, ils sortent pas après les shows, ils rentrent direct à l'hôtel, qu'est-ce que c'est que ces gars, quoi. Parce qu'effectivement aujourd'hui ça a beaucoup changé, c'est devenu beaucoup plus professionnel, quoi. Mais à l'époque voilà, eux ils ont grandi dans ce milieu qui était vraiment rock'n'roll, donc je peux comprendre qu'à un moment de leur vie, ils ont eu besoin de lâcher du lest et péter un câble pour lâcher tout, quoi. Donc Jeff Hardy Oui, revient à la feud. Jeff Hardy quitte la WWE, il part quelques mois plus tard à Impact Wrestling, donc la TNA qui s'appelle maintenant Impact Wrestling. Par contre, on assiste également à ce moment-là à un changement au niveau de CM Punk. Donc est-ce que tu te rappelles un petit peu en fait de la création de la Straight Edge Society et ton impression de ce clan? Bah non, en vrai la création, moi je l'aurais situé, mais je pense que c'est avant, dans la rivalité avec Rey Mysterio que j'aimais beaucoup, et c'est dans cette rivalité me semble-t-il que CM Punk se fait raser la tête, parce qu'il perd, il perd un match R versus Mask. Oui. Mais est-ce que ça existait déjà? Je crois qu'ils étaient déjà dans le clan, ils étaient déjà ensemble, ouais. Donc, mais non, je me souviens franchement pas particulier, mais j'adorais vraiment ce groupe avec Serena Deeb ou Deeb, je crois qu'on dit, qu'on avait eu à Révolution 5, qu'on évoquera à la fin de cet épisode, parce que Révolution 5 de la ICWA devant 3000 personnes au Grand Palais à Lille, il me semble que c'est le plus gros show français depuis des dizaines d'années, quoi. Enfin, et même 3000 personnes pour un show indie, même aux États-Unis, c'est quand même assez rare. Bon, maintenant ça se fait de plus en plus avec la force de la New Japan ou Ring of Honor, on l'a vu au Madison Square Garden. Mais à l'époque, ça se faisait pas tant que ça, quoi. Donc voilà, Serena Deeb, qui était vraiment une jeune femme très talentueuse, et bah, pareil, elle, sa carrière entière gâchée parce qu'elle a été vue en train de boire un coup, il me semble, dans un bar. Donc elle faisait partie de la Straight Edge Society, donc ça a été mal vu. Mais la meuf s'était quand même rasé la tête. Et puis il y avait Lou Gallows, qui jouait le garde du corps de CM Punk.
Non, moi j'aimais beaucoup ce groupe. Et Joey Mercury. Et Joey Mercury, c'est vrai, j'allais l'oublier, quoi. C'est un peu comme Rick Rude de DX. Tout le monde oublie toujours Rick Rude était dans DX, mais ouais. Si. Joey Mercury, bah ouais, non, c'est vrai. Moi j'aimais beaucoup ce groupe, et puis je trouve que CM Punk à ce moment-là a vraiment, aux yeux du grand public, moi j'avais pas du tout suivi sa carrière à la TNA justement, IWA Mid-South non plus. Je savais qu'il existait. Surtout à la Raw. Lui, À la Raw. à la Ring of Honor. Ah, pardon, ah oui, il dit la Raw. La Raw. Ouais. ROH, Ring of Honor. Ouais, donc moi j'avais pas suivi ça, je savais qu'il existait, je savais qu'il était considéré comme excellent et tout, mais moi j'étais resté sur les Daniel Bryan, Samoa Joe et cette génération-là, quoi. Donc, mais je l'ai suivi dès ses débuts à la ECW version WWE, son premier match contre, je crois, Justin Credible, il me semble, ou Steven Richards. Bon, pas de référence musicale, hein. Merci encore pour toutes les corrections dans l'épisode dernier. Je pensais qu'avec un roi du hip-hop à côté de moi, je pouvais pas me planter. Mais j'étais perdu, comme je lui ai expliqué. J'étais perdu, dit-il avec son accent alsacien. Mais Donc, ouais, voilà, CM Punk, moi je trouve qu'il se révèle vraiment à la WWE avec cette Shredded Society, les promos, tout. Vraiment, il était vraiment à fond dedans, la période où il est masqué dans sa rivalité contre le Big Show. Enfin, c'est vraiment excellent, vraiment. Et c'était là où je pense les dirigeants de la WWE se sont dit ah ouais, il y a quand même du lourd à faire avec lui parce que il est capable de transcender une gimmick qui en soi n'était peut-être pas, ça aurait pu totalement foirer. Et il en a fait quelque chose d'exceptionnel dont on se souvient encore aujourd'hui. Donc c'est la preuve que c'était légendaire. Non, c'était génial. Et beaucoup de personnes disaient en fait, parce qu'au début on n'a pas vu le vrai CM Punk à la WWE, et beaucoup de personnes disaient attendez qu'il soit heel, et vous verrez ce que ça donnera. Et ça, honnêtement, ça a été ça. Une fois qu'ils lui ont donné son vrai heel turn, donc il a créé cette Straight Edge Society où il était un petit peu le sauveur du peuple. Oui, il était un messie en quelque sorte avant Seth Rollins. Par exemple, il a changé Luke Gallows, parce que Luke Gallows, pour ceux qui se rappellent, à la base, son ancien passage à la WWE, c'était Festus. Beaucoup s'en souviennent. Chaque fois qu'il est à l'écran, il y a souvent sur les réseaux. Festus. Donc justement, je veux dire là, CM Punk avait expliqué que il avait réussi à rendre correct ou humain, on va dire, Festus grâce au Straight Edge. Ensuite, il y avait Joey Mercury. Pour la petite anecdote qui est magnifique sur le DVD de la carrière de CM Punk, qui est très bien fait par la WWE. Joey Mercury raconte qu'à ce moment-là, c'est CM Punk qui l'a cherché pour le ramener à la WWE parce que la fédération l'avait viré quelques mois plus tôt. Et Joey Mercury était en train de tout perdre. Il faut savoir qu'il avait des addictions à ce moment-là, Joey Mercury. Et Joey Mercury était en train de tout perdre. Et CM Punk l'a appelé un jour en lui disant écoute, tu vas revenir à la WWE. Et au fait, sache que ta maison, parce que Joey Mercury s'était fait saisir sa maison, sache que ta maison, je l'ai achetée. Et je l'ai racheté. Et tu vas foutre les pieds dehors parce que maintenant c'est chez moi et je t'emmerde. Et non, mais je veux dire, c'est incroyable parce que Joey Mercury explique, il fait CM Punk l'avait jamais dit et il m'en voudra que je le dise parce que c'était un truc qu'il voulait juste faire pour un ami. Oui, puis mais Joey Mercury l'a dit quand même pour montrer, voilà, je veux dire, un ami qui t'achète ta maison, c'est quand même très très fou. Donc ce Straight Edge Society qui est magnifique et ce que Luke Gallows explique aussi dans beaucoup d'interviews, c'est qu'en fait CM Punk à ce moment-là, il essayait un petit peu de reproduire l'image de Jésus. Il essayait un petit peu de faire son prophète de la WWE. Et c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont un petit peu stoppé. Ils voulaient pas laisser aller trop loin à ce moment-là dans les religions. Et c'est pour ça que moi je trouve marrant. Je pense que certaines personnes qui n'ont pas connu cette période le captent pas. Mais Seth Rollins est en train de faire exactement la même chose du côté de Raw. Mais il s'en cache pas non plus. Enfin, il se fait appeler le Messie du lundi soir. Mais pour ceux qui captent pas, parce qu'aujourd'hui la WWE. Et puis son nouveau t-shirt, c'est totalement une parodie de ce qu'on peut voir dans les églises. Mais ça, la WWE n'aurait pas osé forcément le faire à cette époque de CM Punk où ils n'osaient pas trop attaquer, on va dire, les religions. Aujourd'hui, vous que tout le monde. Il y a quand même eu la feud de Monsieur McMahon et Dieu. Oui. Tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, ils avaient peut-être quand même peur que, vu le talent de CM Punk et aussi le côté imprévisible de CM Punk, parce que voilà, je sais pas à quel point ces promos étaient écrites à l'époque, à mon avis, sans doute dans les grandes lignes, mais il y avait quand même de l'impro, donc ils avaient peut-être peur qu'un jour ils disent la chose qu'il ne faut pas et qu'ils aient toutes les associations sur les fesses, quoi. Gallows raconte que dans certains live events, il avait tellement de hits que les gens lançaient tellement d'objets dans le ring que c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont dû peut-être calmer la chose. Alors qu'aujourd'hui, vu que tout le monde a le droit d'avoir une opinion, Seth Rollins, qui est athée, il faut savoir, dans la vraie vie, peut justement jouer ce rôle de messie à l'écran et lui-même l'a dit justement que ça le fait rire de jouer un messie. Après, les temps ont changé, puis maintenant, Netflix a un show qui s'appelle The Messiah, qui a quand même fait polémique sur les réseaux sociaux, mais ça va avec l'époque aussi, et puis bon,
J'avoue que je me souvenais pas forcément de cette anecdote-là, justement. Je me souvenais pas que c'était parce qu'il partait trop dans le côté religieux, même si pour moi c'était d'une évidence totale qu'il y avait un côté effectivement culte. Bien sûr. Culte dans le sens pas quelque chose qui est culte, mais un culte, c'est-à-dire un culte religieux autour Avec ses fidèles, voilà, etc. c'est ça, oui. Ouais. Il se rase la tête, il avait rasé la tête de Serena dans le ring pour la laver de ses péchés en quelque sorte. Enfin, voilà, il fallait être naïf pour pas croire qu'il y avait vraiment un clin d'œil plus que fort à la religion, quoi. Donc, juste pour préciser, on reparlera beaucoup de lui dans les prochains épisodes, mais c'est le moment où on commence à voir le vrai CM Punk à la WWE. Ouais, et puis qui explose à juste titre, quoi. Et puis, donc, malheureusement, la fin de Jeff Hardy et de cette deuxième partie de carrière. Alors, il y en aura une troisième, voire même une quatrième encore, je crois, mais cette deuxième partie de carrière de Jeff Hardy avait quand même été classe, mine de rien, pour faire un peu le bilan. Peu de catcheurs en solo ont explosé autant. Et c'est ce que j'adore chez les Hardy, c'est que Jeff a quand même explosé parce que c'est vrai qu'il avait ce talent, les prises de risque. C'est vrai ces moments exceptionnels avec Randy Orton quand il saute du haut du décor à Raw. Plusieurs prises de risque folles. Et de l'autre côté, tu as Matt Hardy qui a toujours été un peu le moins en vue des deux, mais qui lui est un peu comme Chris Jericho, qui a su se redéfinir, trouver des idées complètement folles. Ça avait commencé avec Matt Hardy version 1, mais ensuite, il y a plus récemment son mode Woken et Broken. Et il a toujours eu des idées extrêmement intelligentes. Enfin, Matt Hardy, j'espère qu'il restera dans l'histoire du catch comme un des grands innovateurs au niveau idée, quoi. Oui, non, c'est le Broken Universe que Matt Hardy avait créé était incroyable. J'ai toujours été un petit peu déçu du résultat à la WWE parce que ils l'ont un peu regardé de haut, j'avoue, c'est vrai. Je pense j'ai que pas suivi Impact, mais j'ai vu évidemment les vidéos de Jeremy Borash. C'était lui qui réalisait ces vidéos et c'est vrai qu'elles étaient extrêmement drôles avec plein de petits clins d'œil et plein de choses dans les détails, quoi. Alors que la WWE, mais c'est ce que j'explique souvent, la WWE, c'est Hollywood, c'est les blockbusters. Et c'est vrai que si tu vas voir un film indépendant, bah, il y aura plein de petits détails intéressants pour les fans de cinéma. Et si tu vas voir un blockbuster, bah, c'est plus de... Tu vois, on te met tout dans la figure parce qu'il faut que ça t'explose à la gueule en quelque sorte. Non, c'est pas et faux. Que tu manges ton popcorn et que tu bois ton coca. Donc c'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes cibles et voilà. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de mixer les deux? On va dire l'univers WWE avec l'univers de Matt Hardy pour bien essayer sûr, d'en faire bien quelque chose de sûr. génial. Mais... Enfin, moi j'essaie toujours de mettre d'un point de vue entreprise. Parfois je trouve que la WWE ne rentabilise pas assez ses idées. T'as un monde génial comme ça, bah tu peux faire de l'argent. C'est toujours leur but, c'est de faire de l'argent. Ils n'ont pas forcément le temps. Et puis à la TNA, c'était l'angle majeur. Ouais, à la WWE, clair. Matt Hardy pouvait pas revenir et devenir le truc majeur de la WWE. Mais Matt Hardy aussi, je repense à cette rivalité contre MVP à SmackDown qui était exceptionnelle aussi dans les grands moments de Matt Hardy où là il était un simple face, il était juste Matt Hardy, je suis Matt Hardy, mais pour ce titre des États-Unis avec MVP où ils ont fait équipe aussi, c'était vraiment des moments inoubliables à commenter pour Catch Attack. On continue avec Randy Orton contre Kofi Kingston, juste pour faire... je ne sais pas pourquoi. Juste pour faire un petit rappel, parce qu'en fait, c'est pour rappeler ce qui s'est passé il y a quelques mois. On a une rivalité qui était pas mal entre Randy Orton et Kofi Kingston. Je trouve que le règne de Kofi était bien jusqu'à un certain SmackDown sur Fox, mais sinon, il gagnait ses matchs sans trop de contestation. Il se faisait démolir pendant 20 minutes, puis sortait un Trouble in Paradise de nulle part. Oui, mais après ça, ouais, mais je veux dire, au moins, c'était pas des histoires volées. En tout cas... Enfin, il y a eu des règnes qui étaient quand même beaucoup plus tristes et moins mémorables que ça, quoi. La manière dont a été amené son titre, moi j'ai adoré. Oui, c'était exceptionnel. Pour avoir vécu le WrestleMania, la prise du titre, c'était un moment incroyable. Oui. C'était un moment incroyable. Mais après, oui, le règne était... Oui, je pense que c'est la fin du règne en fait qui gâche tout, comme tu l'as dit. Parce que moi, pour avoir connu Rey Mysterio, dont on a parlé dans les épisodes précédents, son règne est horrible. Ouais. Après le titre à WrestleMania, quoi. Il enchaîne que des défaites, si je me trompe pas. Enfin, il se fait démolir par tout le monde. Il n'avait aucune chance, en gros, jamais, oui. Il lui donnait pas du tout d'importance. Là, au moins, Kofi, ils l'ont quand même construit. Après, c'est sûr qu'ils l'ont détruit en 7 secondes, mais bon. Mais donc, Randy Orton, Kofi Kingston, à cette époque, c'est le début de cette rivalité dont on reparlera 9 ans plus tard avec le fameux Stupid en plein WWE Raw qui, selon les rumeurs, met un terme total au push de Kofi à l'époque.
moi, j'ai surtout gardé ce moment au Madison Square Garden où Kofi, dans un Madison Square Garden chaud comme la braise, fait son boom drop Mhm. à travers une table. C'est vraiment le moment, moi, qui... Mais il avait détruit une voiture à Randy Orton, ou en tout cas une voiture de Randy Orton d'ailleurs, mais une voiture de NASCAR, je crois, aux couleurs de Randy Ok. Orton, où il y avait quelques petits segments quand même assez sympas à l'époque à Raw autour de cette rivalité. Kofi avait reçu un gros push à ce moment-là et beaucoup de fans s'attendaient à ce qu'il passe main eventer. Mais comme l'a expliqué Christophe, il y a un moment lors d'un match à Raw où la fin de match ne se passe pas exactement comme prévu. Et à ce moment-là, Randy Orton s'énerve et il commence à traiter Kofi Kingston de stupide plusieurs fois à l'écran, ça se voit très bien. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, en coulisses, apparemment, il s'est un petit peu plaint, il s'est énervé. Et d'après beaucoup de personnes, c'est pour cette raison que Kofi Kingston est toujours resté dans le mid-card par la suite. Et ça a beaucoup été référencé, enfin ils l'ont beaucoup mentionné l'année dernière durant leur rivalité. Donc c'était juste pour mentionner, pour savoir que ça a commencé à ce moment-là, la rivalité entre les deux. Et maintenant, on termine l'année 2009. À la fin de l'année 2009, Vince McMahon annonce quelque chose d'incroyable. Parce que là, on est 13 ans plus tard. Le Montreal Screwjob a lieu en 97. Bret Hart quitte la fédération à ce moment-là. Et là, on se retrouve le 1er Raw de 2010. Et Bret Hart Oui, est le de retour. 4 janvier, si je ne me trompe pas, 2010, bah ouais, Bret Hart revient à la WWE. Alors évidemment, c'est plus du tout le même Bret Hart, hein. Il avait connu la terrible blessure après un coup de pied de Goldberg mal ajusté, qui lui a valu bah, une commotion cérébrale très sérieuse. Ensuite, quelques mois plus tard, je crois, il fait une attaque. Alors je sais pas si c'est un AVC, jamais vraiment avec les traductions. On parle de stroke. Mais je crois que ça peut autant être une crise cardiaque qu'un AVC, euh, qu'une chose au cerveau. Donc voilà, bref, il avait eu ce problème de santé terrible qu'il a bah, amoindri, enfin, qui va le garder en mauvaise santé jusqu'à la fin de ses jours, hein, puisqu'il il était en plus, en pleine bourre. Il faisait une comédie musicale, je crois qu'il faisait Le Roi Lion, en comédie musicale au Canada, parce que Bret Hart, mine de rien, est une énorme célébrité au Canada, hein. Forcément, fin des années 90, la WWE était au sommet de son art. Culturellement, à l'époque, fin des années 90, c'était la grande rivalité États-Unis-Canada à la WWE, mais elle existait beaucoup dans tout, que ce soit, il me semble-t-il, dans le hockey sur glace notamment, qui est très Mhm. important au Canada. Mais on le voit aussi dans le film de South Park, hein, où tout le film est construit sur cette rivalité. Blame Canada, blame Canada. Ouais, là, hein, c'est pas Public Enemy, c'est pas Joe Dassin, c'est dans South Park, j'en suis sûr aussi. Mais donc voilà, et Bret Hart était vraiment le représentant du Canada, C'est et clair. c'est quelque chose qu'aujourd'hui est moins. On y pense moins aujourd'hui. Je veux dire, c'est plus trop dans les mœurs. Il y a des catcheurs canadiens, il y en a beaucoup de catcheurs canadiens, mais voilà, Edge n'est pas considéré comme un catcheur canadien. Les fans américains l'aiment autant que les Canadiens. Mais voilà, Bret Hart, c'était la grosse célébrité. Et donc, il a pu profiter de cette célébrité après, malgré ses blessures physiques, pour faire plusieurs autres carrières. Donc, il a ce gros problème physique. Et là, il arrive à Raw et c'est vrai qu'il est très diminué. C'est plus le Bret Hart qu'on a aimé, c'est plus le Bret Hart que tu as idolâtré, dont tu as supplié ta famille pour avoir un t-shirt. Mais c'est quand même impensable. Moi qui n'ai jamais pu revoir Macho Man à la WWE de son vivant, il a été Hall of Fame, mais malheureusement il était déjà plus là. On a vu l'Ultimate Warrior revenir, mais c'était quand même là aussi impensable. Mais Bret Hart, vraiment, ça faisait partie de ces gars dont on se disait, bah, comme CM Punk, bon, il n'est pas revenu à la WWE et il est payé par la Fox, mais il est quand même à nouveau plus ou moins dans l'univers de la WWE. Bret Hart, ça faisait partie de ces superstars dont on disait jamais, plus jamais. Voilà, faisons notre deuil de Bret Hart, on ne le reverra plus jamais dans notre univers, autour d'un ring et dans notre monde en quelque sorte. Et en fait, bah si. Et puis il y a ce moment magique où voilà, il serre la main à Shawn Michaels et ils enterrent en quelque sorte la hache de guerre, quoi. Après ces années de rivalité qui dataient, alors dans les histoires déjà du temps des Rockers et de la Hart Foundation, où il y avait déjà des affrontements qui étaient partis en vrille entre les deux équipes. Et après, dans les vestiaires, ben, au moment où les deux superstars commencent à partir en solo et que Shawn Michaels, à l'époque, était quand même un sale gosse. Et Bret Hart, c'est peut-être pas beaucoup mieux, mais il était mieux vu en tout cas. Mais donc voilà. Et là, 10 ans, 15 ans plus tard, ça y est, ils se serrent la main, ils tombent dans les bras, et comme deux bons adultes, ils se disent, bon voilà, on a fait les cons, mais après tout, ils ont marqué l'histoire, ils ont écrit l'histoire du catch avec un grand H, donc c'était beau.
J'ai pas forcément versé ma larme comme je pleurerai quelques mois plus tard après WrestleMania quand Bret Hart s'en ira. Mais ça reste un moment magique de l'histoire de la WWE. Peut-être pas pour beaucoup de jeunes qui nous écoutent ou de ceux qui découvraient le catch à cette époque-là, qui en voyant Bret Hart se demandaient peut-être c'est qui ce gars, qui s'en souvenaient peut-être vite fait du temps de la WCW au début avec Shero sur RTL9, ou voilà, évidemment ceux qui ont connu les années 90 comme toi, Bret Hart c'était une idole, mais ça faisait peut-être bizarre, mais voilà, c'était gigantesque. Je veux pas dire de bêtises, mais Mais tu vas en dire une. Est-ce que Bret Hart n'avait pas été inclus dans le Hall of Fame juste avant d'effectuer son retour? Parce que je sais que Bret Hart avait eu le Hall of Fame, et je crois que c'était avant son retour. Du coup, on avait eu une apparition de Bret Hart dans l'univers WWE avant son retour à Raw. Bah écoute, vérifie. Vérification Immédiate, bah ouais, parce que... WWE Hall of Fame. Donc d'abord, ils ont sorti un documentaire sur lui en 2005, puis en 2006, Hart was inducted into the Hall of Fame class of 2006. Ok. Parce que je me souviens, forcément, comme je t'ai dit, je suis très fan de ce type, et je me souviens de cette cérémonie du Hall of Fame où dans son speech, il remerciait Vince McMahon. Les gens allaient se demander s'il allait parler de Vince McMahon, parce qu'à ce moment-là, les deux n'avaient pas forcément trop de contact. Je crois que c'est surtout les officiels qui avaient géré la venue de Bret Hart pour le Hall of Fame. Et donc il remercie malgré tout Vince McMahon durant son speech, parce qu'il explique que voilà, sans Vince McMahon, il n'aurait pas vécu cette grande carrière à la WWE. Et avant qu'il s'embrouille, Vince McMahon était comme un père pour lui. Oui, ça il l'a toujours dit, c'est ce qui avait fait aussi, qui avait rendu cette embrouille si personnelle, parce que être trahi en quelque sorte par quelqu'un que tu considères comme ton père, ça fait effectivement très mal. Donc bah oui, effectivement. Et c'est vrai, et en plus ces DVD étaient exceptionnels parce que c'était Bret Hart qui avait choisi les matchs, effectivement, et donc il y a des matchs peu vus. Et bon, pareil, on a eu l'honneur de les commenter, et c'était exceptionnel. Enfin, quand tu sais le matin que tu vas commenter un DVD de Bret Hart, t'es heureux, quoi, effectivement, parce qu'on s'est tapé un DVD de Kane. Même tout le respect que j'ai pour Kane, tu sais que tu vas pas vivre 2-3 heures de grands matchs, quoi. C'est des grandes histoires et dont on se souvient évidemment aussi, mais voilà, des matchs de Bret Hart, il n'y a pas besoin d'histoire finalement. Les matchs sont exceptionnels et contre tous les adversaires finalement. Que ce soit Bam Bam Bigelow, qui est ton premier souvenir, ou Shawn Michaels ou Diesel, dans des styles différents, les matchs sont quand même très divertissants et se commandent tout seuls finalement. Et donc pour rappel, donc à ce moment-là, il revient à Raw le 4 janvier. Shawn Michaels qui fait son entrée. Et là, comme dit, ce moment magnifique. Moi, je crois que à ce moment-là, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais touché. Où Shawn Michaels et Bret Hart se serrent la main. Puis d'un coup, je crois que Bret Hart veut lâcher, mais Shawn Michaels le retient. Et au final, il le tire vers lui pour lui faire un câlin. Le câlin Bret Hart, Shawn Michaels. Quel plaisir. Et c'est là aussi où on voit quand même, hein, on est fan de catch, les gens, quand ils regardent le catch de loin, c'est de la violence ou c'est totalement ridicule. Mais en réalité, c'est ce que j'essaye souvent de dire dans les émissions, c'est que les émotions sont souvent réelles. Et que ce que vivent ces gars, certes, ça fait partie de scénarios, mais c'est pas comme un film, c'est pas comme une pièce de théâtre, c'est leur vie. Ils ont passé leur vie dans le ring, ils ont passé leur vie à se déchirer. Et qu'évidemment, à un moment, ils étaient en concurrence, donc comme dans tous les milieux concurrentiels, ça se déteste, ça se fait des sales coups, voilà. Sauf qu'au fond, tu réalises en fait que tu vis la même chose. Oui, c'est ça. Littéralement, en fait. S'ils se détestent, c'est parce qu'ils étaient en concurrence, mais parce que c'est les deux seules personnes qui étaient dans cette position, et personne ne peut mieux comprendre la position de l'autre, en fait, je pense. Oui. C'est pour ça que c'est beau de voir qu'après cette période, enfin, ils peuvent enterrer l'âge de guerre. Ça nous mènera à un DVD magnifique où Shawn Michaels et Bret Hart sont posés avec Jim Ross, et ils revivent tout le Montréal Screwjob pendant 2 heures à peu près. C'est génialissime comme documentaire, si jamais je crois vous que voulez c'est le disponible sur le network. Il me semble que ça faisait partie des premiers documentaires DVD en quelque sorte qu'ils avaient mis sur le network à l'époque de lancement, donc je pense qu'il doit y être encore. D'accord. Et à la fin du show, par contre, Vince McMahon et Bret Hart se retrouvent dans le ring. À ce moment-là, Vince McMahon fait croire que tout va bien, mais qu'est-ce qu'il nous fait à la fin du show? Une Shero Shot, non? Un coup de pied dans les Shero parties Shot. intimes. Shero Shot. Alors Shero Shot, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai appelé cette prise le coup dans les parties intimes Shero Shot parce que au début, quand on commentait le catch à la WCW, il y en avait 14 par match. Et Shero était choqué. Il disait mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et l'arbitre il dit rien. Bah ouais. Et donc j'ai appelé ça Shero Shot. Beaucoup de gens pendant la période croyaient que je disais chair comme une chaise en anglais, mais pas du tout. C'est le nom de Shero, quoi. Et j'ai gardé ça, en hommage à Philippe Shero parce que il était choqué. Alors que moi, j'en avais déjà vu 10 000 vu que je regardais la WCW, donc je savais que c'était des low blows, comme on dit en anglais, à tout va.
Mais voilà, Il y en Shiro, ça avait le chopait. tellement à cette période à la WCW. Ah ouais, la WCW, il y en avait à tous les matchs. D'accord. Au moins un par match. Et généralement, sous les yeux de l'arbitre, en général Nick Patrick, le bien nommé, comme dirait Shiro. Est-ce que Patrick était consentant? On ne sait pas, mais Nick Patrick. C'est Philippe Shiro, ça, hein, c'est pas moi. Et ça fait rire Ali. Hein, moi qui crois toujours que Shiro a un humour pourri. Ah, je m'en vais parce que je ne savais pas ce que tu allais dire et ça m'a fait rire. On passe au Royal Rumble 2010. Donc, bien entendu, ça lance une rivalité entre Bret Hart et Vince McMahon. On va y arriver lors de WrestleMania. Mais entre-temps, donc, le Royal Rumble 2010, avec un retour. Donc, c'est toi qui m'as rappelé Edge. que c'était un retour. Moi, j'avais oublié, mais donc Edge qui Bah remporte ouais, le Royal rupture, Rumble. rupture du tendon d'Achille. Et Edge qui revient et qui gagne le Rumble un peu à la manière de Cena à l'époque. Et qui va se mettre en rivalité avec Chris Jericho, si je ne me trompe pas. Mhm. Qui les mènera vers WrestleMania, tout simplement. Chris Jericho va gagner le titre à l'Elimination Chamber suivant. Et voilà. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que juste avant que Edge se blesse, il était justement en équipe avec Jericho. Et comme Edge se blesse, c'est à ce moment-là que Big Show prend sa place et qu'on a le droit à la création de Jerry Show, qui était une équipe qui avait bien réussi. Oui, qui était classe. C'est pareil, ce que je disais de Matt Hardy tout à l'heure. Jericho a toujours su rendre crédible et divertissant tout ce qu'il faisait, quoi. Effectivement, une équipe Chris Jericho, Big Show, bon voilà, sur le papier, mais en fait, moi, j'en garde un excellent souvenir, quoi. Ouais, moi de cette équipe et Big Show qui avait fait une paire similaire quelques mois plus tard avec The Miz. Oui, Showmiz. Et à ce moment-là, le moment où The Miz était incroyable, quand The Miz était encore jeune, mais qu'il a commencé à faire ses promos heel qui l'ont mené au championnat de la WWE à ce moment-là, sorti de nulle part, mais The Miz qui est vraiment devenu une superstar. Et ouais, de Big Show qui savait bien se placer vraiment à ce moment-là. Donc le Royal Rumble remporté par Edge. Donc justement quand Edge revient dans le Royal Rumble, je me souviens que Chris Jericho d'un coup est choqué parce qu'il sait qu'il va venir s'en prendre à lui. Ça mène à une rivalité entre les deux. Mais ensuite surtout une autre rivalité qu'on veut mentionner parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, qui se relance à ce moment-là. En fait, Shawn Michaels, comme on le disait, ne s'est pas remis de cette défaite à WrestleMania 25. Du coup, en 2010, petit à petit, il commence à se tourner vers The Undertaker et il le défie. Il dit qu'il veut un match à WrestleMania 26 contre The Undertaker. Sauf qu'à ce moment-là, The Undertaker dit mais je t'ai déjà battu. Oui, j'ai pas besoin, je m'en fiche, j'ai déjà fait, donc laisse tomber. Et jusqu'à ce Elimination Chamber où Shawn Michaels vient coûter le titre de champion du monde poids lourd au Taker dans l'Elimination Chamber, dans le main event, qui permet à Chris Jericho de devenir champion, en sortant d'en dessous du ring, il me semble, donc dans la cage, Oui. Et switch in music, l'Undertaker perd, et là il arrive enfin à convaincre le Taker, mais le Taker lui rajoute quand même une stipulation. J'accepte de t'affronter, mais tu dois mettre ta carrière en jeu. Le choc. Le choc à ce moment-là, parce que imaginez-vous, là on est dans une période où la streak vaut quelque chose. Enfin, la streak vaut toujours quelque chose. Mais The Undertaker est imbattu. Ouais, Invaincu. Invaincu, ouais. Je pense que imbattu, c'est... Invaincu. Et à côté de ça, on n'imaginait pas forcément la retraite de Shawn Non, Michaels. non, pas là. Vu à quel point il était génial. Oui, oui, j'ai toujours du mal à comprendre vraiment pourquoi, mais après, il y a suffisamment d'argent certainement, et puis l'envie de profiter de sa famille, alors qu'il était lui enfin sorti de ses problèmes d'addiction, donc voilà, je pense qu'il avait envie de voir sa famille vivre et de vivre à leur côté, de prendre du temps et d'être enfin sain de corps et d'esprit avec sa famille, parce que finalement... le début de sa vie familiale, il était encore malheureusement dans ses addictions. Après, il revient dans le catch. Mais voilà. Et donc, on arrive sur ce Undertaker Shawn Michaels qui est... ça fait longtemps que je ne les ai pas revus tous les deux, mais je crois qu'il est tout aussi exceptionnel. Et avec le côté Michaels qui met sa carrière en jeu, donc encore plus exceptionnel que le précédent. Mais voilà, Michaels perd. Ça fait partie des grands regrets de ma vie de ne pas y avoir été. De ne pas avoir été là au Raw le lendemain, mais voilà, moi ça fait partie des émotions que j'oublierai jamais, ça fait partie des moments quand j'ai envie d'être un peu dans le spleen, pour prendre une expression à l'ancienne des écrivains et des philosophes français. Voilà, je me remate le discours d'adieu de Michaels, parce que je savais ce qu'il allait dire. Le mardi matin, le lendemain, j'ai regardé Raw sur internet, comme beaucoup le font certainement encore, avant de le commenter, parce que je voulais pas louper ça. Et je me souviens quand il dit voilà, j'avais commencé comme ça et on va finir pareil, ladies and gentlemen, et là à ce moment-là je savais qu'il allait dire Shawn Michaels
has left the building, parce que c'était sa phrase. Enfin, c'est même pas s'il le disait à chaque fin de son talk show, le Heartbreak Hotel, mais c'était aussi les annonceurs, parce qu'en fait ça vient de Elvis Presley à l'époque. Il y avait tellement d'émeutes dans les concerts d'Elvis Presley qu'au bout d'un moment, la première fois, le promoteur du concert a dû venir sur scène en disant « Mesdames et messieurs, Elvis a quitté la salle. C'est pas la peine, il ne reviendra pas, vous pouvez vous casser, calmez-vous, lâchez les sièges. » Parce qu'à l'époque, on ne se rend pas compte, mais quand Elvis était en concert, les gens arrachaient les sièges. Ça arrivait aussi en France avec Monsieur 100 000 volts. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas me planter, mais voilà, même avec des chanteurs français qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui... vieux que je suis et jeune que vous êtes, qu'à cette époque, à l'Olympia, ça a arraché les sièges pour ce genre de chanteur. Mais voilà, et donc Shawn Michaels avait repris cette phrase, qui faisait dire à Guy Auré d'ailleurs que Shawn Michaels était un peu le Elvis Presley de la WWE. Bon, moi je comprenais pas trop le rapport, mais bref. Et cette phrase-là, moi, c'est quelque chose, à chaque fois, ça me met les larmes aux yeux, quoi. Ladies and gentlemen, Shawn Michaels has left the building. Et voilà, la fin d'une histoire, et voilà, moi je l'ai connu arrivant à la WWE dans les Rockers, en solo, champion à WrestleMania 12. La première fois où il est blessé, où il y a ce clip Tell me a lie and say that you won't go. Quand il y a un Inzuguri de Owen Hart et qu'il tombe dans les pommes et tout ça. Le Royal Rumble 95, le Royal Rumble 96 où il élimine Vader et Yokozuna, et puis ensuite, la rivalité avec Bret Hart, tout ça, puis la première retraite, le retour où c'est exceptionnel, et là maintenant il se casse 2 ans après Ric Flair, quoi. Ça a été des années difficiles pour les vieux fans que nous étions, quoi. Ouais, on perd de grandes légendes, mais après, on peut pas savoir pourquoi il a décidé clairement à ce moment-là, mais j'ai un vague souvenir d'avoir lu une interview où il parlait avec sa femme, je crois, et il disait je peux pas faire mieux. Je pourrais jamais faire mieux que ce qu'on vient de faire avec The Undertaker. Donc à quoi ça sert que je recommence? Et apparemment, une fois qu'il est rentré, après WrestleMania, il a regardé sa femme et il a dit maintenant j'en suis sûr, je sais que c'est la fin. Et donc ça veut dire qu'il a eu ce sentiment d'accomplissement. Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là de la carrière du Taker, lui faire sortir 2 années de suite des matchs de ce niveau-là, aussi exceptionnel et aussi haletant, et à couper le souffle, oui, il y a de quoi se dire c'est bon. Et puis c'est le Taker qui était déjà à ce moment-là. Alors aujourd'hui, maintenant, comme il revient, c'est un peu comme Ric Flair. L'Undertaker redeviendra une légende inoubliable quand il prendra pour le vrai sa carrière. Bien maintenant, sûr, les gens se plaignent, il revient, il vient faire son match annuel ou ci ou ça, mais voilà, à cette époque-là... On sera bien triste quand il le fera plus. Voilà. On sera bien triste quand il le fera plus, hein. Mais oui, non, c'était une très belle fin, et juste pour le mentionner, je veux dire, pour moi, c'était la vraie fin de carrière de Shawn Michaels. Je ne considère pas qu'il est remonté dans les rings un jour. Pas pour ce qu'il a fait la dernière fois, non, effectivement. Pour l'avoir commenté en live. Ouais. Mais c'est l'après-midi, donc vous étiez d'autant plus nombreux. Ça avait fait d'ailleurs une superbe audience, la chaîne était ravie, effectivement, parce que c'est quand même vachement plus simple à regarder un vendredi en début de soirée que dans la nuit de dimanche à lundi. Mais pourtant, il y avait du monde, donc voilà. Mais oui, c'est sûr que ce retour-là, mais qui cracherait sur $1 million? Non, je comprends totalement. Je veux dire, il y a un moment... Je ne juge pas. On est des hommes, des êtres humains, même tout simplement, puis des pères de famille, des maris, je veux dire, voilà, t'as une vie, il faut subvenir à ses besoins. Oui, tu te dis qu'en revenant pour un match, tu vas pouvoir assurer... Il y a un moment où tu peux pas dire non, quand on te dit, voilà, Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque où Shawn Michaels, sa première grosse explosion à la WWE, les catcheurs, je crois, ils touchaient $20 par Raw. $20 pour catcher à Raw, parce que c'était le principe, écoute, t'es à la télé... Après, il touchait beaucoup plus grâce au house show, au pay-per-view. Il y avait les bonus pay-per-view. C'est aussi pour ça qu'à WrestleMania, la WWE fait souvent apparaître tout le monde, parce que ça permet de donner un bonus à tous les catcheurs, même qui n'apparaissent que dans une bataille royale. Ils auront droit au bonus WrestleMania, quoi. Donc, il gagnait très bien sa vie, mais il gagnait pas aussi bien sa vie qu'aujourd'hui, parce que la WWE, elle gagnait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Donc voilà, en un match en Arabie Saoudite, il a assuré de longues années. Enfin bon, moi tu me donnes $1 million, il y a un moment, tu m'assures jusqu'à la fin de mes jours, mais après chacun son niveau de vie, puis comme un peu plus célèbre, voilà. Non mais oui, et puis c'est ce qu'on dit toujours, il y a le catch, on adore, c'est notre passion, mais après il y a la vraie vie, hein. Le mec, comme a dit Ali, c'est un papa, il a sa femme, il a envie d'avoir sa belle maison, il a envie que les factures soient payées, donc voilà. Et
Il y a une interview qui est sortie récemment, je l'avais citée sur Twitter, je sais pas si tu l'avais vu, mais lors du dernier Jericho Cruise, Jericho tourne parfois des Talk is Jericho, donc son podcast pendant les Jericho Cruise, et là il en a fait une avec Scott Hall, DDP, Eric Bischoff et Booker T sur la NWO, l'histoire de la NWO. Et durant ce podcast, c'était parce que tu viens de citer les contrats, Scott Hall précise que quand il a quitté la WWF à l'époque, c'était à cause de l'argent, tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas de contrat garanti. Voilà, et il dit que j'ai plus le chiffre exact en tête, je le redonnerai le bon la semaine prochaine, mais je crois qu'il dit que son contrat à la base en 96, c'était pour 10 dates par mois et au total c'était pour 1500$ par mois. Il avait 1500$ garantis. Garanti, après il gagnait beaucoup plus. Et c'est ce qu'il dit, il fait par contre on gagnait beaucoup plus, mais il fait au bout d'un moment... Mais en fait c'est ça, on n'en a pas trop parlé parce que voilà, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément non plus parce qu'on n'a jamais vu les papiers. Voilà, mais c'est vrai que ça n'existait pas les contrats assurés. Guaranteed contract comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous signez comme aujourd'hui, vous voyez une superstar, il tweet maintenant, Lana a signé pour 5 ans récemment, tel catcheur va signer pourtant à temps par année, mais à l'époque non, et effectivement c'est le passage de Scott Hall et Kevin Nash à la WCW qui va pousser Monsieur McMahon à faire des contrats garantis. Et d'ailleurs l'un des premiers, me semble-t-il, c'était Bret Hart, mais finalement la WWE n'aura pas l'argent suffisant pour l'honorer, et c'est là qu'il va finir par partir à la WCW parce que Monsieur McMahon ne pouvait pas honorer ce contrat qui lui avait fait assez gigantesque, je crois. Il lui avait proposé, je crois que c'était 10 millions sur 20 ans. Un truc fou comme ça, alors que la WCW au final lui a proposé 7-8 millions mais sur 3 ans. Donc il lui a dit va à la WCW, nous on peut pas te payer. Mais c'est effectivement grâce à Kevin Nash et Scott Hall qui font ce coup de poignard dans le dos à Monsieur McMahon que la WWE va devoir obliger par la concurrence à s'assurer que leur superstar puisse pas se barrer du jour au lendemain, comme ça c'est arrivé avec Lex Luger, c'est arrivé avec Scott Hall, avec Kevin Nash, après ça arrivera aussi encore avec Rick Rude, avec Crush. Et en soi, ça permet aux catcheurs d'avoir une meilleure qualité de vie, il faut l'avouer. Bien sûr, mais carrément. Grâce à Scott Hall et Kevin Nash à ce moment-là, je pense que les gens l'oublient aujourd'hui, mais comme Christophe vient de le dire, c'est grâce à Scott Hall et Kevin Nash que beaucoup de catcheurs vivent mieux, tout comme aujourd'hui, grâce à Chris Jericho, personnellement je trouve, et la AEW, puis même c'est prouvé, depuis que Chris Jericho et la AEW est né, les salaires ont augmenté à la WWE et les catcheurs n'arrêtent pas de re-signer. Donc c'est que positif, honnêtement, c'est pour ce les que catcheurs, je disais super positif. Dans l'épisode précédent, il faut de la concurrence. Tant que la WWE n'avait pas vraiment de concurrence dans les années 80 et autres, la NWA existait, la WCW existait, mais elle marchait tellement pas bien les gens. que voilà, ils s'inquiétaient pas. Et ceux qui partaient, c'était les mecs dont ils se fichaient un peu, quoi. Mais dès qu'ils ont eu besoin d'assurer, voilà, et ça marche comme ça dans tous les boulots, dans tous les milieux finalement. Donc, fin de carrière de Shawn Michaels à WrestleMania 26. Merci Shawn Michaels, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour tous les souvenirs, pour tout ce qu'il a fait. Voilà, c'était... Oui, et puis son discours d'adieu à Raw. Voilà, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Allez le voir. Il est sur le network, c'est magique. Mais voilà, c'est magique, c'est exceptionnel, c'est à couper le souffle. C'est tout ce qu'on aime dans le catch finalement. Et voilà, son discours à Raw, je me souviens avoir pleuré en studio aussi. J'ai pleuré le mardi matin chez moi tout seul comme un gland. Et j'ai pleuré je crois qu'on enregistrait le jeudi ou le mercredi, je sais plus, le jeudi. Voilà, à côté de Philippe. Bah ouais, merde. Non, mais je t'avoue que moi aussi, de mes souvenirs, je sais quand j'ai regardé ça, ça m'avait ému parce que voilà, ça fait partie des très gros noms quand même qui quittent la WWE à ce moment-là. Mais quand on regarde la carte de ce WrestleMania, c'est ouf parce que t'as quand même du John Cena Batista juste avant. Pour le titre de la WWE, où John Cena récupère le titre que Batista lui avait pris, je crois, le mois avant ou 2 mois avant. Et c'est l'une des feuds, finalement, de rêve pour la génération Catch Attack. Batista, la tête de SmackDown, John Cena, la tête de Raw. Les deux plus grosses stars qui ont explosé, on en a parlé dans la cloche, d'un côté, avec l'Evolution et Triple H. John Cena, lui, sa première explosion, finalement, c'est contre Brock Lesnar. On l'oublie souvent, et d'ailleurs, la WWE, même, je crois, l'a presque oublié. Un peu moins, je revois des vidéos passer maintenant grâce à WWE on Fox ou WWE on BT qui sont des comptes Twitter que je trouve assez cool, quoi. C'est vraiment classe ces chaînes de télé qui font vivre le programme toute la semaine avec des archives et tout ça. Et ce John Cena Batista, normalement, ça doit rester dans l'histoire, ça doit être gigantesque, mais en vrai, plus grand monde s'en souvient. Bon, le main event est tellement... Oui, mais c'est John Cena Batista, c'est Hogan Flair. C'est Hogan Flair d'une autre génération finalement. Et puis non, on s'en souvient plus tant que ça.
Chris Jericho Edge aussi, qui était sur le papier une grosse rivalité qu'on avait envie de voir et tout. Bon, finalement, on l'a un peu oublié. Bret Hart, Monsieur McMahon, bon, qui est triste à voir. Moi, je trouvais ça un peu... Voilà, non, ça valait pas le coup. Je comprends qu'ils aient voulu donner un dernier moment à Bret, mais non, c'était Il pas... pouvait rien faire dans le ring. Bah ouais, et à juste titre, il était foutu. Il fallait pas qu'il prenne de risques, il pouvait pas... Alors, Monsieur McMahon a énormément de talent, et c'est pas parce que je travaille pour lui que je le dis, mais pour un mec qui, à la base, n'est pas catcheur, Ah oui. peu de ces matchs sont horribles à suivre, parce qu'il y a toujours quelque chose, enfin voilà, que ce soit contre Hogan, contre Stone Cold, évidemment, mais contre Shawn Michaels aussi, enfin, ces matchs à WrestleMania où il en prenait plein la gueule. Et là, ils ont voulu un peu marcher sur cette route-là, en quelque sorte, je pense. Mais Bret Hart était tellement diminué physiquement que voilà, c'est pas beau à voir, c'est pas drôle, ouais, c'est dommage. Il y avait toute la famille de Bret Hart qui était autour du ring. Vince McMahon qui avait fait croire en fait qu'il avait acheté la famille. Oui, la Hart. famille qui allait se retourner soi-disant contre Bret, puis finalement non. Donc on attendait en fait cette réunion des Hart, sauf qu'au final à la fin, on a Bret Hart qui commence à enchaîner les coups de chaise sur Vince McMahon et ça devient, comme je te disais juste avant, ça devient un peu gênant en fait. T'as l'impression qu'il est en train de vraiment ressortir limite sa haine sur Vince McMahon, tu vois. Bon, au moins il s'est vengé. Je veux dire, il a démoli Vince McMahon dans le ring à ce moment-là. Disons que l'histoire, l'histoire est close. Voilà, au moins après on a pu tourner la page et ça a permis d'avoir Bret Hart de temps en temps qui apparaît à Raw par la suite. Je me souviens par exemple d'un moment où, ce sera quelques mois plus tard, mais où il y a un grand face-à-face avec des membres de la Nexus contre John Cena, Bret Hart, Edge, Chris Jericho, etc. Ça, c'est un des moments que je regarde souvent. Parce que c'est l'une des plus belles pop, je trouve, de cette période début 2010. Il y a tellement de bruit dans le public, la caméra tremble. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Effectivement, ça a été ressorti un peu sur Twitter en VF et je me souviens effectivement de ce moment exceptionnel avec Jericho et Edge. Qui partent et puis se retournent et puis ils se Et regardent. c'est quand eux, ils retournent dans le ring et ils courent. Ouais. Et là, t'as John Cena qui regarde à droite et à gauche, genre, ils nous ont rejoints. Et la foule, elle part dans un état. Ouais, c'est exceptionnel. Et Edge est le premier à courir vers les gens. Et là, ça explose. C'est un niveau de pop qui est très rare. Moi, honnêtement, ça, c'est le niveau de pop ultime. Et la dernière fois que j'ai entendu ce niveau de pop, c'était dans une salle plus petite, mais c'était au dernier NXT TakeOver UK, quand The Undisputed Era est intervenu pour attaquer Walter à la fin. La réaction était géniale ici. Donc, ça, c'est de la bonne pop. Ah, là, on dirait qu'on parle de drogue. Genre, ça, c'est de la bonne pop. Pour les fans de catch, c'est vrai. Tu te mets un moment comme ça, t'as la pêche pour la journée, quoi. Ouais, tu te dis, la vie est belle, tout est cool, quoi. Dans ce show aussi, là, je vois quand même Randy Orton, Cody Rhodes, DiBiase. Bon, voilà, on en a déjà parlé de ce gang qui a été un peu, à mon avis, gâché. Parce que Cody Rhodes et DiBiase méritaient mieux, je pense. Mais donc voilà, Randy Orton les bat dans un combat triple menace. Il y a quand même la victoire de Yoshitatsu, la bataille royale, non, mais quand même sous les yeux, je crois, d'Antonio Inoki, si je ne me trompe pas, qui venait d'être intronisé la veille au Hall of Fame. Mais après, bon, il y a Shomiz aussi contre Morrison et R-Truth. J'avais oublié que Morrison et R-Truth avaient fait équipe. Jack Swagger qui gagne le Money in the Bank Ladder Match, qui, je me souviens pas grandement de ce Money in the Bank Ladder Match. Bon, je me souviens d'utilisation de Swagger à SmackDown, il bat Jericho. Et je trouvais que c'était pas mal son personnage après avec son père, soi-disant. Enfin, c'était un peu l'avant-mise. Il était accompagné de son père et de son... Alors, c'est pas un aigle royal, je sais, mais voilà, de l'aigle américain, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu parles de Colter ? Non, ça c'est plus tard. Il y avait son père à un moment qui l'accompagnait. Oui, à SmackDown, il y avait des promos où une ou deux fois, je crois, son papa était venu et puis il y avait ce mec déguisé en aigle. Qui représentait l'aigle, je sais plus comment, à tête blanche ou je sais plus quoi, qui est le symbole des États-Unis, quoi. Comme le chanterait Charlie dans Always Sunny in Philadelphia. Mais j'ai plus la chanson, donc je ne la chanterai pas. Et c'est vrai que je vous conseille d'ailleurs, avec Charlie Day qui est exceptionnel. Et ce match quand même que je voulais évoquer, Triple H, Sheamus, ça fait partie des matchs où Triple H n'aurait pas dû gagner pour moi, parce que ça coupe totalement les ailes à Sheamus, qui avait déjà été champion de la WWE, il avait battu Cena de manière un peu surprenante dans un tables match. Et là, cette rivalité, je la trouvais bien montée, bien truc, et je me dis, ça y est, Sheamus, il va exploser, et ça l'aurait solidifié, et non, Triple H gagne. Moi, je me demande encore pourquoi, ça avait aucun intérêt à ce moment-là de faire gagner Triple H, mais bon.
Hein, Honnêtement, c'est pas la seule fois. Hein. Non, ce n'est pas la seule fois. On l'embrasse, Hunter. Ça n'enlève rien à son talent. C'est un des plus grands catcheurs des années 2000. Ah oui, bien sûr. Mais il y a certains matchs comme celui-ci, comme le match face à Sting, où il faut être honnête. Bien sûr, parfois je suis honnête. Tu te souviens dans une des dernières cloches où je t'avais dit que parfois il y a des choses qui sont obvious, qui sont évidentes. Même pour tout le monde, même pour les fans. Ouais. Lors de Sting, Triple H, c'était Sting qui devait remporter le match. C'était pas Triple H, par exemple. Là, pareil, c'est vrai. Surtout que ce que j'adore avec la WWE, c'est quand ils osent prendre le risque d'envoyer un cas directement dans le main event. Ce qui est pas très fréquent. Oui. Et là, Sheamus, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Où dès qu'il est arrivé, il était en rivalité avec John Cena. 2 mois après, comme tu l'as dit, il était champion du monde. Parce qu'en fait, lors d'un match, d'un tables match, il pousse en fait John Cena qui tombe. Et voilà, c'est pas une prise, mais John Cena tombe à travers la table. Donc et il gagne le match. Ouais, nous sommes de retour après un petit problème technique. La caméra de notre cher Ali était pleine, un peu comme votre cerveau. Mais on ne va pas vous laisser tranquille tout de suite, n'est-ce pas Ali? Non, car on a terminé avec WrestleMania 26. Et pour info, donc l'année prochaine, tu seras sur place. Hein? 27. Ah oui, je croyais... Je me suis dit, c'est un truc que je sais pas. On a quand même oublié Rey Mysterio CM Punk, qui était une belle rivalité que j'aimais bien aussi, qui donnait des beaux matchs. Et donc, rasage de tête de CM Punk aussi, à cause du masque contre truc. Juste pour finir sur ça, j'étais un petit peu déçu de la longueur du match. J'avais trouvé qu'il était pas assez long. Ah ouais, 6 minutes 30, je vois là. Ah oui, c'était n'importe quoi ça, parce qu'ils auraient pu donner beaucoup plus. Par contre, ils auront d'autres matchs encore par la suite dans cette rivalité où ils donneront des gros matchs. Et lors de ce match, ce qui était cool, c'est qu'ils ont refait un spot qu'il y avait eu entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio lors de leur match à Halloween Havoc. Ouais, 97. Et ils avaient reproduit quelques petits trucs en clin d'œil à Eddie Guerrero. Donc ça, c'était beau. Mais oui, un match de 6 minutes 30 alors que... Mais là, parce que c'est pas le match final de la rivalité, je pense. Donc, et puis... Il voulait évidemment garder le plus de temps possible parce qu'à l'époque, WrestleMania ne durait pas 8 heures. Donc, il voulait garder le plus de temps possible pour Shawn Michaels Undertaker, quoi. J'imagine. Donc, l'année prochaine, le 27, c'est là où tu seras sur place. Le 27, c'est effectivement à partir du 27. Je vais voir le 27, le 28. Le 29, on est en direct sur AB1 pour la première fois, donc on n'y est pas. Ok. Et le 30, pour la première fois sur place pour travailler. Voilà. Donc là, dans les prochains épisodes, il y aura de nouveau pas mal de petites anecdotes de tes voyages. Oui, notamment le 27, ouais, parce que c'était à Atlanta. J'en ai quand même pas mal de souvenirs, bien que voilà, je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode, d'autant que là, nous sommes dans la semaine de nos 20 ans avec Philippe Chéreau. C'est cette semaine ? C'est passé là, c'était mercredi sur AB1. Joyeux 20 ans. Merci. Et évidemment, samedi, pour ceux qui nous regardent au moment de la diffusion, je sais que vous êtes quand même assez nombreux, donc samedi à 20h45, je sais pas, AB1, a priori il y a des surprises, je m'attends pas à grand chose, hein. À mon avis, on aura droit peut-être à un petit clip de 5 minutes, mais voilà, bon. Mais la date exacte, c'était le combien alors ? Le 18 février 2000. D'accord, donc c'est... ok, ouais. C'est le 18 février 2000 que Alain Ichtou envoie un message aux abonnés d'AWN en disant ce soir... pas de numéro parce que Christophe Ajus est pas là. Et d'ailleurs, grande nouvelle, Christophe Ajus était à Paris, il vient de passer un casting et il a été engagé pour commenter la WCW Nitro sur RTL9 et Worldwide sur alors après je crois qu'ici sur Astra, qui n'était pas une chaîne mais le satellite, et c'était sur Action où il y avait Worldwide, le show numéro 2 de la WCW. Bah écoute, félicitations à toi et à Philippe, tu lui diras de ma part. Je lui passerai. C'est ouf. Incroyable. Impensable. Franchement, j'y pense parfois, parce que l'autre jour, je parlais de la cloche avec quelqu'un, et je précisais à quel point, au final, aujourd'hui, et plus que jamais, il n'y a personne, en fait, comme Philippe et toi. Parce que 20 ans de commentaires dans le catch en France, ça n'existe pas, tout simplement. Non, c'est vrai qu'on peut... Aujourd'hui, vous êtes les plus grands. Je dis ça. Je dis pas ça pour... Là, on est dans des faits. Facts. Ouais, non, les facts, c'est qu'on est là depuis plus longtemps, mais ça veut dire qu'on est les plus grands. Quelque chose qui n'a jamais été fait, quand même, tu vois. Ça oui. Et pourtant, pour moi, les références et les plus grandes de tous les temps seront toujours Édouard Carpentier et Guy Auré. Pour d'autres, ça sera Guy Auré et Raymond Rougeau. Pour moi, notamment, oui. Voilà, il y en a d'autres, Raymond Rougeau et Jean Brassard, ou encore Marc Blondin et Michel... Le Sieur, le Tourneur. Mais voilà, oui, c'est clair qu'au niveau de la longévité, après, c'est pas forcément... Enfin, ça peut être à la fois quelque chose de grand et en même temps, ça peut nous desservir. Parce qu'au bout de 20 ans, je pense qu'on en saoule plus d'un, et on en saoule plus que si on était resté que 10 ans. Si on était resté que 10 ans, aujourd'hui, on serait peut-être légendaire et culte, tu vois. Les gens, ils disent « Oh purée, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» Mais je préfère largement avoir duré 20 ans,
parce que c'est mon métier et que je suis quand même content de... Bah, j'ai 40 piges, voilà, j'ai des loyers à payer, les impôts, il faut vivre, quoi. Donc, je suis content Dans le d'en catch, faire mon métier, parce que c'est normalement, tout ce que je sais faire. Mais... Bah non, mais ne ris pas, c'est vrai. dans le catch, normalement, je veux dire, il n'y a Mais aucune on a- raison, il y a aucune raison de changer, je veux dire, à partir du moment où ça fonctionne. Et if it ain't broke, don't fix it, comme on dit. Oui, mais il y a Donc, plein de raisons et de bonnes de changer. Mais c'est vrai que ça me paraît fou de me dire que, par exemple, on a fait plus longtemps que Jim Ross et Jerry Lawler. Ouais. Tu vois, c'est quand même dingue. Et bon, après, c'est que sur la France. Et je vois parfois des gens qui disent Juste et Chéreau Hall of Fame. Ah, mais j'étais en train d'y on est penser. ça. Hein. Bah, c'est bien, pense-y. t'as Le Hall raison. of Fame se rapproche. Hein. Oui, bah jamais. Il n'y a aucune chance. Hein. Même si Vince McMahon nous a quand même une fois félicités, j'en reparlerai dans un prochain épisode de La Cloche. Mais voilà, après, je pense qu'il ne doit pas se souvenir qui en est. Stephanie McMahon sait parfaitement qui en est et elle nous aime beaucoup. Et c'est réciproque. J'ai passé des très bons moments avec Stephanie McMahon. Aucun sous-entendu, hein, pas de moments intimes, mais des moments d'intimité, en quelque sorte, dans les vestiaires ou la Gorilla Position. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai. Mais voilà. Et oui. si je peux faire un petit clin d'œil perso, Bah, c'est vas-y, quand même bien assez sûr. Tu es marrant. chez toi? C'est quand même assez marrant pour l'anecdote de se dire que, enfin pour moi c'est marrant du coup, vous vous en foutez, mais que 20 ans après, on fait donc ta semaine de tes débuts, 20 ans tu vois après, ça va peut-être être ma semaine de mes débuts en tant que commentateur dans le monde du catch. Ah, tu balances là maintenant comme ça dans la cloche. Peut-être, je dis peut-être, ce n'est pas Mais sûr. tu veux pas donner hein. plus de précision Pas pour le ce- moment. Ah d'accord. Pas pour le Ok, moment. bon bah. Et tout ce que je peux espérer, c'est d'avoir ne serait-ce que le 10e de ton succès. Ce serait énorme. Parce que le 10e, ça voudrait déjà dire 2 ans, par exemple, de travail, ce qui serait énormissime. Mais si je peux me rapprocher un jour du niveau de Christophe D'accord. Ajus et Philippe Chéreau, ce serait incroyable, tout simplement. Cela dit, la longévité veut pas forcément dire qu'on a été bon. Hein. Non, Ça bien, veut juste mais, dire que. Oh, on vous aurait jeté, je pense. Ah ouais, mais tu sais, dans le monde de la télé, beaucoup aussi pensent qu'on est les seuls. Donc voilà, après. Je sais qu'on n'a plus, et je sais, je le vois, toutes C'est les ça, semaines ce dans que les j'allais dire. messages. Même si toi tu n'en es pas persuadé, je pense que des milliers de fans qui regardent ces vidéos peuvent te l'assurer. Mais Ce après, que vous faites, c'est pas mauvais. calme, ne crie pas. Il commence à gueuler, il s'énerve. Mais c'est pour préciser aussi, tu me connais un petit peu maintenant, un petit peu plus, parce qu'on se connaissait déjà depuis quelques années, mais enfin, voilà, moi j'ai une vie normale. J'ai pas, Bien je sûr. ne suis pas une célébrité, je ne suis pas une truc de télé-réalité, je ne vais pas dans des grands hôtels, je vais pas dans... Enfin, j'ai pas une vie faite de paraître comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est sûr. Donc c'est pour ça aussi que je relativise, quoi. 20 ans, bon, 20 ans c'est incroyable, je n'aurais jamais cru. Et il est probable que... Alors là, on enregistre ça le lundi. Et en fait, c'est demain l'anniversaire. Il est probable que demain matin, je me prenne une petite heure pour me dire merde, ça fait 20 ans quand même. Putain. Mais à côté de ça, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. J'ai l'impression d'être un petit peu mieux qu'il y a 20 ans. Je suis beaucoup moins chiant, Chéro pourra en témoigner. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à me demander, Chéro. Oui, avec plaisir, Chéro dans la cloche. J'adorais. Le truc, c'est qu'on est tous les deux à Strasbourg et que Chéro vit dans la région parisienne. Donc, mais on le fera évidemment un jour, peut-être pour un anniversaire, la 20e, la 50e, qui vont arriver très vite. Donc, évidemment que je voudrais que Chéro participe et qu'il donne aussi ses anecdotes, quoi. C'est pas. J'ai pas fait ça pour exclure Chéro, c'est juste que... Bien sûr. On adorait qu'il soit là tout le temps, c'est clair. Mais, Non, pas tout le temps. S'il te plaît, non. Merci, un peu de... Non, mais qui sait, peut-être en mai, si jamais on se retrouve tous à Paris pour un show. Ah oui, bah voilà, WWE, c'est par l'occasion. Et exemple, pourquoi pas un petit live, on pourrait ce organiser serait- ça pourrait être amusant ce aussi. serait l'occasion. Voilà, ouais. Bah, dites-nous si ça vous plairait, je pense que oui. Parce que vous connaissez pas Chéro, donc vous l'aimez bien. Non, mais voilà. On va découvrir le vrai personnage. Bah non, bah on fait des lives et tout, les gens le savent. Chéro Il est génialissime. il est pareil, enfin voilà. C'est un homme normal, et c'est ce qui est formidable chez lui. Et donc on passe à la ICWA, ICWA. il y a 1000 choses à raconter, à dire. On a déjà loupé, parce que là, on est quoi? On est en 2010 maintenant au niveau WWE. Oui. Alors qu'on a donc sauté carrément Révolution 5, qui était le 20 décembre 2008. Donc on a déjà beaucoup avancé, mais qui est, comme je le disais tout à l'heure, 3000 personnes au Grand Palais à Lille. C'est le plus gros show français, je pense, de ces dernières décennies. C'est pas particulièrement, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est Booster, à l'époque, c'était Ankama, grande boîte du Nord, qui a notamment produit Mutafukaz, un manga français, et ça a fait un film, d'ailleurs, qui a reçu pas mal de prix. Ils ont fait cette série pour animée pour enfants sur France 3, qui a bien marché aussi, qui était tirée d'un de leurs jeux vidéo, parce qu'ils avaient aussi un jeu vidéo qui marchait super bien. Mais voilà, c'est pas trop mon univers, donc je connais pas bien, mais... Voilà, là, on était soutenu par Ankama qui va mettre de l'argent et permettre à la ICWA
de faire comment ça s'appelle, le pilote Adrénaline, qu'on espérait ensuite, pourquoi pas, vendre à une chaîne de télé et développer un programme. Mais voilà, on en reparlera peut-être. C'est pareil, ce serait pas mal d'avoir une fois Booster dans la cloche pour qu'il nous donne son de cloche, justement. Et puis c'est quand même lui, c'était lui le boss, quoi. Moi, j'étais sur le papier, j'étais le vice-président, mais ça veut pas dire grand-chose pour une structure de cette taille-là. Ça voulait juste dire qu'on prenait du plaisir à écrire ensemble les shows, moi à les commenter, et puis vivre ces moments, notre rêve dans les vestiaires, ensemble de monter un show, quoi. Mais donc là, on est à Revo 5, on a sauté pas mal de choses. Je sais que beaucoup voudraient que je parle des Japan Expo. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les Japan Expo que de dire que c'était vraiment classe à faire. Mais non pas question avion, hein, une classe à faire, non, c'était cool à faire. Mais voilà, c'était des journées difficiles, c'était 3-4 jours vraiment intenses où on se levait tôt, on se couchait tard parce que voilà, j'aimais bien effectivement boire quelques coups dans la chambre et rigoler avec Colby, avec Roméo, et discuter avec les superstars qu'on a pu avoir. Moi, je pense toujours à Mariko Yoshida, qui est une légende du Joshi, moins connue que Toyota. J'ai toujours un doute, parce que Toyota, évidemment, c'est une marque de voiture, mais voilà, Mariko Yoshida, qui était venue avec sa petite Fed, Ibushi, qui avait ramené quelques superstars féminines qu'elle avait entraînées, notamment Ray. Manami Toyota. J'étais pas loin. Manami. J'étais pas loin. Bon, elle n'était jamais là. Mais Mariko Yoshida était dans cette époque au Japan Woman. Si vous regardez les cartes de l'époque, elle a eu notamment une belle carrière en équipe avec une autre catcheuse beaucoup plus connue qu'elle. Mais voilà, Mariko Yoshida était une référence. On avait eu la chance de pouvoir la faire venir à Japan Expo. On avait fait ce tournoi avec la maman de Paige, Sweet Saraya, qui est une femme exceptionnelle et qui était incroyable à voir catcher, parce que c'était vraiment... Autant, je disais dans l'épisode précédent, Bula Punk avait parfois un peu de mal à être Bula Punk dans le ring et pas Delphine, qui est son vrai prénom. Autant Sweet Saraya, Julia de son vrai prénom, il n'y avait pas de doute. Hein. Dans la vie, c'est la douceur incarnée, et dans le ring, c'était une furie, quoi. Et d'avoir pu voir des matchs Mariko Yoshida contre Sweet Saraya, par exemple, c'était exceptionnel. Et si j'insiste sur Mariko Yoshida, parce qu'en plus, c'était une femme à l'ancienne, voilà, c'était le catch à l'ancienne, dans tous les sens du terme. Il y avait le côté dur sur l'homme, en quelque sorte. On sentait que c'était une femme physique. Et les japonaises venaient 20 minutes avant le début du show sur le ring et s'entraînaient en faisant des pontées, et elles tournaient comme ça, avec les pieds, pour s'échauffer la nuque, pour prendre des bumps plus dangereux, quoi. Et c'est là que je voyais vraiment, parce que voilà, les catcheurs européens, ça s'échauffe pas autant. Ça s'échauffe dans les vestiaires, mais ça s'échauffe pas la nuque en faisant des pontées. Alors peut-être que Tom Larufa, si, parce que il a une formation de lutteur à la base et tout, donc il a ce côté-là. Mais voilà, et Mariko Yoshida, je me souviens de ces moments où on allait au truc VIP de Japan Expo, il y avait de la bière, et avec Mariko Yoshida, on se tapait des culs secs. Et je sais pas si elle s'en souvient encore aujourd'hui, mais c'était un des seuls mots français qu'elle avait retenu, c'était kusaka, Christophe, kusaka, kusaka. Et alors, moi j'arrivais pas, hein. Je suis pas du tout, j'aime bien boire de la bière, avec modération évidemment, à cette époque pas tant que ça, mais voilà, mais je suis incapable de faire un cul sec sur une bière, même de 25 centilitres, quoi. Pareil. Moi, mon ami Ishtou, lui, il peut vous descendre à 50, bon plus aujourd'hui, mais quand il était jeune, à 50, il descendait ça. Les bulles et tout, ça le dérangeait pas. Mais Mariko Yoshida, elle descendait des culs secs de bière, et après, elle n'était pas du tout... Parce que c'était une femme musclée qui s'entraînait, donc il fallait qu'elle boive beaucoup plus pour être sous. Donc elle savait... puis elle dépassait pas ses limites. C'était pas non plus... Elle se démolissait pas la gueule, comme on a pu le voir avec quelques catcheurs autrichiens qui arrivaient ivres-morts, parfois même avant le début du show, quoi. Mais voilà, bon. Des moments comme ça de partage et d'échange, en fait, avec, comme dit, avec Sweet Saraya anglaise, Mariko Yoshida japonaise. Il y a eu Dragon Kid aussi, ou pareil, Kusek, Dragon Kid de Schnaps, où tout le resto, en face de la gare de l'Est, il y a deux brasseries alsaciennes, évidemment, c'est le quartier. Donc, deux brasseries alsaciennes, on a mangé dans celle qui est à gauche, de celle qui est à droite, hein, si vous êtes en face. Je sais plus les noms. Et pendant tout le repas, il a gardé son masque. Parce que, voilà, Kefeb, et puis parce qu'on se prenait en photo pendant qu'on mangeait et tout, le truc. D'ailleurs, photos qui m'ont été effacées par Dim, hein, l'un de tes amis, le lendemain. Saligo, il continue à nier, je l'ai pas vu, j'ai vu il y a pas longtemps, il nie, mais moi, j'assure que c'est lui. Et Caro, qui ne regarde pas, mais que j'embrasse malgré tout.
Et voilà, et lui, tout le repas avec le masque, mais au moment des schnapps à l'alsacienne, pour quand même leur faire découvrir autre chose que je pense qu'on avait pris des cordons bleus et des choses comme ça, très alsaciens, quoi. Schnapps, alors le premier, il le boit tranquillement, mais le deuxième, pas pareil. Lui, il a enlevé ses lunettes, Dragon Kid a enlevé son masque et il a accepté qu'on se prenne en photo tous les deux, évidemment avec la promesse que je ne la diffuse pas et je ne l'ai jamais diffusée puisque Dim me l'a effacée dès le lendemain. Mais voilà, une photo sans masque où il était les larmes aux yeux, tellement il souffrait parce que, évidemment, on pense toujours au saké, mais le saké, c'est pas si fort. Alors que le schnapps alsacien, c'est quand même quelques dizaines de degrés, donc c'est assez dur. Mais bon, voilà, Revo 5. Je passe à ce show-là qui est le plus grand, donc 3000 personnes au Grand Palais à Lille, une superbe affiche réalisée par Ankama et une carte vraiment. Enfin voilà, Hooligan Beef contre Phoenix, avec Hooligan Beef qui jouait le hooligan du Paris Saint-Germain. Moi, c'était un de mes préférés à la ICWA. J'adorais passer du moment avec lui dans les vestiaires pour préparer ses interventions au micro. Il y avait un côté. On était vraiment fan à l'époque de Dieudonné, c'était ses débuts en solo. Moi, je me souviens de ses sketchs, notamment le joueur de boules. C'était vraiment ses deux premiers spectacles après Elie et Dieudonné. Ouais. Voilà, Elie et Dieudonné. Et puis avant qu'ils partent totalement en vrille. Et on adorait son ton, sa manière de parler. Et avec Biff, on essayait de calquer un petit peu son côté, voilà, comme ça. Là, Michel. Et puis je reprenais un petit peu ça d'ailleurs dans Catch Attack. Michel, vous n'avez pas vu Michel. C'est un peu le côté beauf. Bon, beaucoup de gens disent que le catch est beauf, que moi-même je suis beauf, certainement. Mais bon, là, c'est un peu la caricature du beauf. Moi, ça me vient du sketch. La partie de boule de Dieudonné dans son deuxième ou troisième spectacle en solo, où le mec il dit Michel, bien sûr, je connaissais Michel. Enfin bon, il y a plusieurs personnages qui ont cette voix-là chez Dieudonné. Je crois qu'il l'utilise encore aujourd'hui. Je suis pas sûr, mais je crois. Bref, avec Hooligan Beef, on adorait, et il était venu avec son truc du PSG. Il avait repris l'affiche qui avait fait tant polémique dans le foot, consanguin, tout ça. Enfin voilà, on l'avait mis sur le grand écran quand il était arrivé, donc énorme hit pour Hooligan Beef, le Phoenix qu'on annonçait évidemment, qui était du Nord, donc voilà, et Hooligan Beef bat le Phoenix. C'est pas un grand match, mais je me souviens d'un bon petit match. Les titres par équipe. Avec d'un côté les Smoke and Roll Express, Abyss Abyss et Cannabis, qui étaient censés être des frères jumeaux mais pas de la même mère, un peu comme les Dudleys. Et puis vous aviez Abyss Abyss qui était assez massif, et puis Cannabis qui était très truc. Cannabis, évidemment, jeu de mots. Smoke and Roll Express également. Ils étaient managés plus à l'époque, je crois, mais au début par Eucalyptus Bruce. Et Eucalyptus Bruce avait eu l'intelligence de leur proposer comme musique d'entrée la chanson des Beatles, Yellow Submarine. Et c'est vrai que ça change. Parce que souvent, quand on va voir un show de catch indépendant ou français, tous les mecs, c'est du hard rock. Oui. Et eux, ils arrivaient ça mettait... ils étaient îles, cela dit. Mais c'était vraiment plaisant comme entrée. C'est une de mes équipes préférées que j'ai pu commenter à la ICWA et même dans ma vie. Ils étaient vraiment tous les deux extrêmement sympas, déjà, en tant qu'être humain, puis très complémentaires dans le ring. Et face à eux, c'était la French Connection, Rosto et Boosty. Donc Dimitri Rosto Soliotopoulos et Pierre Booster Fontaine, qui voilà, jouaient le côté, la French Connection, même si Rosto est d'origine grecque, mais voilà, il sortait de chez Marc Mercier, il avait encore son singlet équipe de France de chez Marc Mercier. Donc, et c'était une belle rivalité à la ICWA. Et là, ça avait donné un bon petit match. À l'époque, les Smoke and Roll étaient, si je ne me trompe pas, managés par l'actuelle compagne de Stury. Maintenant, ça y est, j'ai oublié son prénom, excuse-moi. Pourtant, je l'aime beaucoup. Et... Je sais pas non plus. Bon, désolé. Mais voilà, ça m'est complètement sorti de la tête. Mais et Boosty, je crois, l'a fait passer à travers une table après le match, si je me trompe pas. Et j'avais eu très très peur parce que la table était très très loin. Donc parce qu'il était sur la deuxième corde. Ouh. Et il lui fait son Greeting from Carcassonne, qui est en fait la prise de Bam Bam Bigelow, Greeting from Asbury Park. Et je me dis, oh purée, la table est trop loin. La table est trop loin. Et mais bon, ça s'était bien passé. Mais c'est fou que j'arrive pas à me souvenir de son prénom. Purée, désolé encore. Parce qu'en plus, j'ai été longtemps auditeur de CCL Catch FM. Je sais pas. Et j'adorais les écouter. Mais voilà, elle a débuté à la ICWA en tant que manager des Smoke and Roll Express en remplacement d'Eucalyptus Bruce,
qui est un ami, mais qui a un caractère de cochon et qui s'engueulait avec Booster tous les 3 mois. Donc il venait, il repartait, il venait, il repartait. Et voilà, mais je l'adore. S'il nous écoute, j'en doute, mais je l'embrasse très fort. De région parisienne, mais il était d'origine anglaise. Ok, d'accord. Et il vivait en région parisienne depuis de longues années. D'accord. Et aujourd'hui, je crois qu'il vit en Asie. Maintenant, il revient parfois en France, je crois, mais je suis pas sûr. Petite chose aussi que j'avais quand même pas dit, mais le show Revo 5 est le seul show, je crois, qu'on a commenté avec Philippe. Parce que les petits plats dans les grands, 3000 personnes et tout, on était venu avec Philippe en bagnole de Paris ensemble. Donc, et d'ailleurs, Philippe a une belle photo, j'allais dire une belle chéro. Une belle photo avec Serena Deeb, donc, qui est dans le match suivant, Boula contre Serena. Et Boula bat Serena pour récupérer le titre. Parce que évidemment Serena n'allait plus revenir ensuite, et puis elle allait signer à la WWE. Donc, mais c'était sympa d'avoir Serena, qui était une grande professionnelle et qui était une jeune femme pleine, comment dire... Enfin, il y avait beaucoup d'attentes en elle. Beaucoup pensaient qu'elle allait être la future grande femme du catch, quoi, en quelque sorte. Et bon, malheureusement, on l'a évoqué tout à l'heure, une photo dans un bar et boum, tout est fini, et tout se barre. L'échelle du temps, dont j'avais déjà évoqué l'existence il y a quelques numéros. Donc là, c'était le premier d'une pas longue série, mais je crois qu'il continue à le faire à Revo. C'est donc ce match où, au lieu d'une mallette au-dessus du ring, c'est une... Je me rappelle qu'il y avait des photos à ce moment-là du résumé du show et on voyait cette horloge. Voilà, une horloge exactement au-dessus du ring. Accroché. Et celui qui l'a décroché avait le droit à un match de championnat quand il voulait, où il voulait, sur la période d'1 an comme à la WWE. Mais après, il avait un temps limite de 15 minutes, d'où le côté horloge. Et je crois que c'est une idée que Booster avait vue au Japon. Je ne sais plus si c'était la WAR ou la FMW qui avait lancé ce concept-là. Et je me demande si la WWE aussi ne s'était pas inspirée de ce concept-là. Je crois que les Japonais l'avaient fait avant la WWE, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, et c'était un match exceptionnel. En live en tout cas, gigantesque. Vraiment, je crois que je l'ai revu une fois parce que je regardais jamais les DVD après. Je détestais me réécouter parce que commenter en live, c'est pas comme commenter à la télé. Tu commentes pour le public, donc tu dis pas les mêmes choses. Et tout ce qui fait d'ailleurs que j'ai jamais trop aimé commenter avec quelqu'un, même avec Philippe. C'était cool d'avoir Philippe à côté et de le faire au moins une fois, mais en live, tu peux pas discuter comme tu discutes à la télé. Et puis tu t'entends pas forcément d'ailleurs parce que t'as pas de casque. Donc parfois, moi je disais un truc, Philippe m'entendait pas du tout. Philippe disait un truc et moi non plus parce que y a 3000 personnes et puis l'ambiance était vraiment au rendez-vous. C'était assez dingue quoi. Et ce match-là, moi, en live, c'était vraiment un des matchs les plus fous que j'ai pu voir, entièrement construit par donc ce casting, c'est-à-dire Greg Fury, Driss Jaffali qui malheureusement a disparu trop vite des rings, pour rien de grave. Hein, il est vivant. Oui, voilà. Il a disparu. Des rings, c'est pour ça que j'ai précisé très vite des rings, parce que même en le pensant, je me dis, oula, non, il est pas mort, il n'a pas eu de blessure grave, et ça aurait pu arriver parce qu'il faisait des trucs complètement dingues. Lui aussi entraîné par Marc Mercier et exceptionnel, Driss Jaffali. On entendait beaucoup parler de lui à ce moment-là. Il était incroyable. C'est pareil, si j'en parlais avec Boula, si la WWE à l'époque avait eu un peu plus d'ouverture par rapport aux High Flyers, parce qu'il n'y avait pas encore les Cruiserweight, il n'y avait pas le 205 Live, et si les Français, il aurait peut-être pu faire quelque chose de Driss Jaffali, parce que voilà, il était naturel en fait, simple, c'était facile, tout paraissait facile, il faisait des trucs complètement dingues. Et ça avait l'air facile quoi. Et dans ce match, il prend un bump terrifiant. C'est Zandor, anciennement Vladek Wilovski, un grand mec qui a été gardien de prison dans son métier de tous les jours, donc un dur à cuire quoi, avec qui j'ai beaucoup fait de route et à qui je pense souvent. Malheureusement, lui a disparu des radars, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Tout comme Tom Delacroix d'ailleurs, que j'embrasse s'il nous écoute. Je sais que je pense au Stury. Et j'essaye en parlant de Stury de retrouver le nom de sa copine, qu'encore une fois j'aime beaucoup et qui j'espère m'en voudra pas trop. Mais bref, donc Zandor le prend en powerbomb de l'intérieur du ring vers l'extérieur du ring à travers une table sur un sol où il n'y a pas de protection. Ouais. Donc un sol dur comme la pierre. Et Driss n'est pas mort. C'est à se demander comment, non mais vraiment quoi, parce que c'est terrifiant quoi. Et donc il y a Zandor, Vladek Wilovski, Peter Fischer qui revient petit à petit, qui après fera équipe avec super, maintenant j'oublie tout le monde. Mais si, qui était à la WWE, qui a lui aussi connu une blessure et qui est revenu en France. Et en plus, il est alsacien. Après, il avait déménagé dans le Nord, mais à la base, il venait d'Alsace, tout comme Peter.
Bah, Rémi, de son vrai prénom, mais putain, c'est dingue. Et en plus, il a eu son anniversaire il y a pas longtemps. Et je lui ai souhaité. Lucas Di Leo. Ah oui. Putain, Lucas, pardon si tu nous regardes. Donc, Tom Delacroix aussi, exceptionnel catcheur. Tout ça, à part Driss, c'est que des mecs entraînés par Boosty. Et Yann Colby, le dernier dans ce match. Donc, ils étaient 7 pour cette mallette. Ils ont construit le match toute l'après-midi avec un sérieux exceptionnel. Moi, je me souviens, dans cette salle de 3000 personnes vide, c'est quelque chose que je referai après, mais j'ai commencé là, la ICW, pas forcément à Srevo, mais dès les plus petites salles, avant l'après-midi, j'allais dans la salle, vide, et en général, pas que forcément quand les mecs préparaient les matchs, je montais dans le ring, je sais un petit peu comme ça dans les cordes, et puis je regardais la salle vide. Et c'est quelque chose que je referais même à la WWE, alors pas monter dans le ring, ça évidemment, mais je l'ai fait à WrestleMania 30, je l'ai fait à WrestleMania 31, je l'ai fait au SummerSlam, au Royal Rumble. À un moment où tout le monde est dans les vestiaires en train de préparer le show, moi je vais marcher dans la salle vide et je regarde le truc, quoi. Et je me dis putain. Profiter, juste. Oui, je suis là, mais je le faisais déjà à l'époque, même dans les plus petites salles et dans les plus petits patelins, juste regarder la salle vide, les chaises déjà vides, préparées et tout, et de me dire, putain, il va y avoir du catch ce soir. Il va y avoir du catch ce soir. Et ça va, voilà. Ça pourrait être une bonne chanson un peu hip-hop, quoi. Il va y avoir du catch ce soir. Il va y avoir collision, que ça te plaise ou non. Freestyle, attention. Oui. Donc voilà, et je me souviens vraiment, ils avaient bossé toute l'après-midi sur ce match et ça a fichtrement bien fonctionné. Il y en a eu un autre quelques années plus tard qui n'a pas du tout marché et qui était monté en partie par nos amis hollandais, notamment Aleister Black, Tommy End. Et ce match n'avait pas du tout fonctionné. Et justement, avec le recul, je me disais, mais comme quoi, même des petits gars pas expérimentés qui n'avaient pas forcément. Ils avaient la volonté de bien faire, mais ils n'avaient pas forcément des espérances WWES de réussir mondialement, mais ils voulaient juste bien faire. Ça pouvait mieux marcher que Tommy End qui connaît quand même son sujet et qui est dans le ring. Enfin voilà, il n'y a quasiment jamais aucune erreur, aucun botch, rien du tout. Ouais. Mais voilà, parfois il peut se tromper ou pas comprendre tout à fait ce que peut attendre un public. Parce que là, eux, ils savaient parfaitement ce que voulait le public et ils l'ont fait. Et comme dit, en le revoyant, il y a quand même pas mal de moments un peu lents, mais parce qu'ils vendent les spots aussi, c'est pas un spot fest. Il y a des spots très violents. Colby prend cher dans le match en tombant sur des échelles violemment. Je vous le dis, Driss, Tom Delacroix aussi, il prenait très cher à l'époque. Zandor, bon, l'homme fort évidemment, il a moins de trucs. C'était lui qui cassait un peu toujours tout. Mais voilà, il vendait. C'est vraiment. Enfin voilà, s'ils nous écoutent tous, bravo. Je me demande si c'est pas. Enfin, Sturi doit être lui à l'extérieur du ring en tant qu'arbitre, parce qu'à l'époque il était arbitre. Il y avait aussi Kerzodek, que je cite ici ou là parfois, mais qui pour moi est aussi un des grands de la ICWA, qui il était toujours. Enfin, il est quelqu'un de très discret. C'est un arbitre qui a jamais voulu être catcheur, qui a toujours été arbitre, qui a catché en Angleterre aussi. Toujours très discret. Je pense que tu le connais pas. Non, qui a arbitré en Angleterre, pardon. Peut-être que tu le connais pas, mais voilà. Juste le nom. Très discret, mais toujours très ouais. intelligent. On avait des spots super marrants avec lui pour les petites salles où il y avait des bagarres générales. Et moi, je disais, mais il faut les arrêter. Puis ils s'arrêtaient pas. Et puis, je donnais le micro à Kerzo. Arrêtez. Il s'arrêtait pas. Et tout d'un coup, il disait, je vous demande de vous arrêter. La phrase célèbre de Balladur. Et là, tout le monde s'arrêtait, quoi. Et ça marchait vraiment. Voilà, les gens rigolaient pareil parce que. Et Kerzo avait toujours ce petit humour un peu british, même s'il ne l'est pas du tout. Et donc voilà, je voulais le citer aussi parce que je trouve que je ne le cite pas assez. Pour le titre européen, Eric Schwartz, Bad Bones. De régulier un peu à ce moment-là. Oui. Bad Bones qui n'avait pas encore totalement explosé dans le circuit européen, mais qui commençait. Eric Schwartz qui était réputé dans le circuit européen parce que voilà, entraîné au Donjon des Arts, qui a fait une petite carrière aux États-Unis vite fait, quoi. Et ça fait partie, ça fait partie des mecs qui m'ont mené la vie dure au début. C'est lui qui m'avait étranglé en me portant le $1 Million Dream parce qu'une fois j'avais dit shut the fuck up et qu'il l'avait très mal pris. Mais qui à ce moment-là, ça y est, quoi, c'était respect mutuel. Il savait. One of the boys. Voilà, il savait ce que je valais. Et puis souvent, voilà, il voyait aussi que dans les salles, sans non plus me jeter des fleurs, mais les gens venaient vers moi, les autographes, tout ça, parce que j'étais le mec de la télé, quoi, même si moi je m'en rendais pas compte. Les gens du public, donc ils se rendaient compte que je participais aussi au fait qu'il y ait des gens dans la salle. Tu vois, je dis pas que les gens venaient pour moi, sans doute pas, peut-être quelques-uns. Tout de même reconnaissable. Mais voilà, le fait qu'il y ait le commentateur de la télé, ça poussait peut-être plus de gens à venir voir le show. Mais à la base, ils venaient juste voir du catch.
Pour le titre junior heavyweight, Tommy End, Tengwa. Très très bon match, les deux s'adorent. Tengwa c'est le meilleur pote de Tommy End, ils viennent tous les deux d'Amsterdam. Tengwa qui est extrêmement sympa, qui est vraiment super cool et qui est un peu l'opposé de Tommy End. Tommy End qui est vraiment un mec très sérieux. Alors il est très gentil aussi, mais je l'ai pas souvent vu rire et il est pas du tout du genre, lui c'est pareil, s'il est pas straight edge, je sais pas s'il est straight edge, mais en tout cas c'est pas du genre à boire de l'alcool, à fumer des joints pour un Hollandais, voilà. Tengwa, c'est le contraire. Il aime bien, je sais pas s'il aime bien boire, mais il aime bien fumer son petit joint. Voilà, il fait partie des gens qui voilà, il est à Amsterdam, il y a des coffee shops à tous les coins de rue. Donc, mais ils étaient très bons potes, très proches, et donc je pense qu'ils étaient assez contents de pouvoir s'affronter l'un contre l'autre. Ils l'avaient déjà fait plein de fois, et ils le referont plusieurs fois, mais dans une salle de 3000 personnes. Et donc, après, Greg Fury qui utilise... Que se passe-t-il ? Greg Fury arrive avec son horloge du temps. On s'est dit... c'est con, voilà, faut tout de suite jouer dessus, quoi. Voilà, ouais, il y a 3000 personnes. On n'est pas à la télé. Oui, on peut pas donner rendez-vous au prochain numéro, comme dirait Philippe Chiraud, donc on l'a fait tout de suite. Tommy End était très déçu, franchement, en plus il aimait pas beaucoup Greg Fury, il le trouvait pas safe dans le ring, et Greg était très proche de Booster, et moi je l'aimais aussi, c'était un mec bien, c'était un mec... Je disais souvent qu'il n'y a pas beaucoup de mecs normaux dans le monde du catch. Greg Fury faisait partie de ces mecs normaux, quoi. C'était un mec, il bossait à l'usine tous les jours. Mais vraiment à l'usine, tu vois. C'est le gars, il faisait les 3-8, il bossait dur. Et le week-end, il venait faire son catch. Il voulait jamais devenir une star du catch, mais voilà, il avait ce côté un peu Tommy Dreamer. Et puis c'était un peu notre Tommy Dreamer de la ICWA, quoi. C'était souvent à l'arrache, et c'est ce que Tommy aimait pas trop. Il trouvait que c'était risqué de bosser avec lui. Il était déçu de perdre le titre, genre, Tommy ? Et il était aussi déçu de perdre le titre, ouais. Parce que tu vois, ça c'est marrant, parce que beaucoup de fans disent souvent non, mais le catch c'est un travail, donc les gens doivent aller. Enfin, les ceintures. Non, mais c'est pas dans le sens je suis une grosse star, je veux pas perdre le titre. C'était dans le sens. Non, mais ça prouve qu'il avait pas envie de. Oui, et puis c'était dans le sens, est-ce que vous pensez vraiment que ça a un sens ? Est-ce que vous croyez vraiment que ça vaut le coup ? Je viens me battre Tengwa et tout. Vous voulez pas faire, tu vois, grandir le truc petit à petit. Enfin, voilà, c'était pas du tout dans le côté grosse tête, parce que... Non, c'est pas grosse tête, mais je veux dire, en tout cas, le gars, ça lui prend... C'est pas un titre de merde pour lui, quoi, je veux dire. Non, il est investi dans le truc, et il veut pas lâcher ce titre n'importe comment, comme ça, quoi, tu vois. Comme d'autres personnes qui viendraient juste faire ce qu'on leur dit de faire et qui repartiraient directement. Oui, mais... Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais on est au Grand Palais à Lille, quoi. C'est une grosse salle, c'est 3000 personnes. Pour les mecs qui sont là... beaucoup n'ont jamais et ne catcheront plus jamais devant 3000 personnes, à part Tommy, quoi, qui, voilà, lui, ça y est, c'est parti, et bravo à lui, et ça se voyait déjà, malgré tout. Tu vois, justement, parce qu'il prenait les choses au sérieux. C'est pas qu'il se prenait lui au sérieux, mais c'est qu'il prenait le catch au sérieux, et qu'il voulait que ce soit bien fait, et tout ça, et parfois, comme dit, ça marchait pas forcément aussi bien, comme dans l'échelle du temps, quelques années plus tard, où il montra le match avec un de ses potes hollandais, et sa manière de voir catcheur VXV, public allemand, collera pas franchement avec public du Nord, public français, quoi. Okay. Mais voilà, c'est quelqu'un de sérieux, et c'est pas pour rien qu'il a réussi. Et c'était mérité. Mais je comprends qu'il avait pas forcément envie, mais c'était bien fait en plus, parce que Greg arrive, on peut croire qu'il va le battre tout de suite, et il fait tout de suite son finish, et le public exulte, mais non. Tommy End se dégage, donc le match continue quand même un petit peu, et puis finalement il gagne. Et le public avait popé de ouf, quoi. Voilà, nous c'est tout ce qu'on voulait, on voulait que les gens popent finalement. Et puis le main event, Joey Legend, accompagné de Serena, mais ça sera seulement sur la fin, et Gangrel accompagné de Boulapunk dans un match du cercueil. Et ça, moi là, j'avais malheureusement pas pu être là dans la préparation, mais je sais que Booster et ses camarades à l'usine à catch, donc l'école qui existait jusqu'à il y a quelques mois encore, avait galéré, parce que c'est compliqué en fait de construire un cercueil avec ce qu'on avait fait une trappe, ouais. Je sais plus qui en sortait, je me demande si c'est pas Zandor qui en sortait de cette trappe, parce que voilà, il fallait que, je crois que c'était Zandor, c'est-à-dire qu'à un moment dans le match, on ouvre le cercueil, il est vide, voilà, et il veut mettre Gangrel dedans, ça marche pas, et puis une deuxième fois il ouvre le cercueil, et là t'as Zandor qui sort et qui empêche Joey Legend de mettre Gangrel dedans. Et je me souviens, Boulapunk devait intervenir à la fin du match, et on devait faire revenir Serena, comme ça on avait une fin de match avec Joey Legend et Serena, les deux faces du show américain en plus, tu vois, pour finir le show. Et Boula était déjà là, mais Serena non. Et je sais pas qui dans les vestiaires lui a pas dit le top.
Ce qui fait que Boula reste un peu comme une conne, comme ça, avec sa chaise en main, en attendant que quelqu'un lui vienne lui arracher la chaise. Quoi. Tu peux rien faire. À ce Et donc, bon, je crois que le public s'en est pas forcément rendu compte, mais toi qui as organisé le show, tu te rends compte direct. Et tu te dis, putain, est-ce qu'elle arrive Et je me souviens que Serena, en plus, un fan lui avait mis la main aux fesses, je crois, pendant son entrée ou quelque chose. Ça l'avait un petit peu dérouté. Oui, malheureusement, il y a des couillons partout, quoi. Mais voilà, un bon petit match. C'est pas le plus grand match de l'histoire du catch, évidemment. C'était un bon match à l'ancienne entre deux vieux roublards qui savaient parfaitement ce qu'ils devaient faire pour se faire, un, détester, l'autre aduler. Joey Legend, d'ailleurs, il en joue trop. Pour ceux qui le connaissent un peu, on le voit un peu moins tourner. Il est plus tout jeune, hein, mais c'est un catcheur canadien qui a débuté avec Edge et Christian. Rhino également, c'était ses potes de début de carrière, qui va faire un petit passage à la WWE sous le nom de Just Joe. On lui demandait t'es qui Joe, mais Joe quoi? Just Joe. Il a fait 3 apparitions, 2-3 matchs. Ensuite, il va être à la TNA. Il fera partie de la sécurité de la TNA, mais qui catchera. Je crois qu'il sera champion par équipe à la TNA. Et puis, il catchera beaucoup en Allemagne pour Otto Wanz, qui était le grand promoteur allemand qui a fait catcher des gars comme JBL, comme Finlay, comme Benoît, comme... jusque dans les années 90, il y avait ces 3 grands jours en Allemagne, mais pas près d'ici. Nous, on est dans l'ouest, enfin l'Allemagne de l'ouest, c'est très proche de nous, mais c'était loin donc c'est plus vers l'ouest de l'Allemagne. Sous les tentes encore, etc. Non, c'était des grosses salles. C'était des grosses salles. Il faisait 3 jours, il y avait en tout 10 000 personnes sur 3 jours qui venaient. C'était des énormes shows. Et Otto Wanz, c'était souvent dans le main event. Il a un gros bide et tout. Mais voilà, et Joey Legend a donc catché beaucoup là, et il va rencontrer son épouse. Ils vont se marier, et puis à ce moment-là, je ne sais pas s'il est déjà papa, mais depuis il a eu des jumeaux. Mais donc il va s'installer en Allemagne. Et donc il catchera plus trop en Amérique, et il catchera plutôt en Allemagne, en Angleterre, et puis avec la ICW en France. Parce que c'est vrai qu'il avait un physique de catcheur, quoi. Comparé, malgré tout, Greg Fury, il allait à la salle, mais c'était pas Joey Legend. Joey Legend, il fait plus d'1m90, il est truc, enfin voilà. Et puis il avait toutes ces techniques à l'ancienne, du catch à l'ancienne pour faire popper, quoi. Et plus ça va aller, moins il fera d'autres choses, et plus il fera ça. Ce qui feront que ces matchs feront 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes parfois, c'est saoulant, quoi. Il en faisait trop. Mais ça marchait, sur la foule ça marchait, mais après les shows ICWA dureront beaucoup trop longtemps, souvent à cause de lui, parce qu'on lui disait 15 minutes et il revenait 30. Putain, vas-y Joe, s'il te plaît. Ouais, mais je sais, mais quand même, putain, les gens ils en ont marre de rentrer à 1h30 du mat, quoi. Mais voilà, et donc c'était un bon petit match de vieux roublard, mais enfin je retiens surtout cet après-midi-là où j'étais assis sur les sièges, où Philippe était allé faire du shopping, je me souviens, et moi j'étais resté assis là et je voyais Greg Fury, Driss Jaffali, Peter Fischer, Romeo Zandor, Tom Delacroix, Ian Colby monter ce match de l'échelle, parce qu'ils étaient comme ça, quoi. Ça se faisait quasiment pas, il y avait quasiment pas de match de l'échelle en France. On en avait eu un à Revo 4, mais c'était Tommy End et Johnny Storm, donc 2 étrangers au bout du monde, si différents. Donc ça c'est Frank Sinatra. Il rigole, il est gentil. Mais voilà, pour eux c'était énorme, et bref, ils avaient vraiment super bien réussi leur coup. Et ça reste un moment assez magique de l'histoire de l'ICWA. Je me souviens, avec Boosty, juste avant que le show débute, moi j'avais une autre truc, c'est que en général c'est moi qui lance le show, à part Evocat où c'était Ishtou qui me présente, mais en général c'est moi qui lançais les shows, et je me mettais toujours derrière le rideau, et je tourne en rond. En fait, je tourne en rond comme ça en marchant de manière un peu énergique, parce que dans la vie je suis pas du tout énergique, mais il faut y aller. Là tu vas rentrer dans le truc. Oui, tu te prépares pour le show, quoi. J'essaie de me mettre en condition, et je me souviens, j'étais à côté de Boosty, parce que là on avait un grand écran, on avait mis une équipe de monteurs qui avait fait un superbe clip pour Revo 5 avec des images d'émeutes et tout ça, très rapide, un peu à la DX. Et je me souviens d'être à côté de Boosty, et puis ce clip se lance, et il y a le décompte 5, 4, 3, 2, et toute la salle, 3000 personnes, quoi. Et on s'est regardé avec Boosty, et c'est limite si on n'a pas commencé à chialer tous les deux, parce que, je le dis souvent, je n'aurais jamais rien fait dans ma vie sans lui, et on est un peu pareil des 2 côtés de la barrière, en quelque sorte. Lui c'est le catcheur, moi le commentateur, mais on a grandi avec Édouard Carpentier-Guilloré, notre rêve du catch a grandi dans les années 80.
lui a eu le courage d'aller apprendre le métier au Québec, chez Édouard Carpentier, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et tout. Il a pris le courage de déménager tout jeune, apprendre le métier à l'autre bout de la planète presque, bon, pas tout à fait, mais à l'autre bout de l'Atlantique en tout cas. Et de se retrouver là, tous les deux, salle de 3000 personnes, avec un grand écran et des moyens vraiment dignes d'une fédération qui se respecte en quelque sorte, bah, c'était quand même, émotionnellement, c'était quelque chose, quoi. Donc, et je me souviens vraiment de ce moment, voilà, où je sais pas si on s'est pris dans les bras ou si on s'est fait un regard, genre, ouais, quand même, quoi. Vous pouvez être fier à ce moment-là. Bah oui, de votre travail en tout cas. Quoi. Pour nous, tu vois, je le dis souvent, mais à ce moment-là, moi, jamais je m'imagine à WrestleMania, jamais je m'imagine commenter un Royal Rumble ringside, jamais je me vois l'Undertaker passer à travers une table où je commente. Donc pour moi, là, c'est le plus gros truc que je peux faire de ma vie. Et après, je peux, le soir même, si tant pis, je meurs, voilà, je meurs, mais j'aurais fait. Et je pense que pour Booster, c'était pareil. Voilà, on est arrivé très haut, on essaiera toujours d'aller plus. Ouais, malheureusement, après, on n'arrivera pas forcément à concrétiser tous les projets qui s'enchaînaient à ce moment-là. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle la prochaine fois, mais on avait déjà tourné une mini-série pour Canal, Catch-moi si tu peux, mais où ça sera juste après. Mais en tout cas, voilà, on aura quand même d'autres occasions de faire des trucs super classe. Mais là, c'est quelque chose, ouais. Revo 5, c'est un... Revo 4, gigantesque parce que c'est chez moi. Revo 5, gigantesque parce que c'était gigantesque. Parce que du catch devant 3000 personnes, ça calme, quoi. Je veux dire, il y a eu des tournées après indépendantes de catcheurs américains, je ne sais plus comment s'appelait la fédération. Rampage, par exemple, où je sais qu'ils n'avaient pas forcément rempli tous les endroits où ils avaient été. Ça a été un succès également. Hein, oui. Et sinon, je la cite tout de même si moi je n'ai jamais vu de photos de ces shows, il y avait une tournée à un moment, je ne veux pas dire de bêtises, c'était de la VS qui avait annoncé qu'ils faisaient les Zéniths de France. Oui, c'est sûr, ils les ont fait, oui. Et moi, j'ai déjeuné avec Tom un midi avant qu'il aille non pas au Zénith cette fois, mais c'était au Cirque d'hiver à Paris, parce qu'ils avaient fait des Zéniths et le Cirque d'hiver. Mais malheureusement, effectivement, j'ai pas pu. J'adorerais avoir des rapports de personnes qui étaient à ces zéniths de l'AVS ou même des photos ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment, l'AVS en parlait beaucoup en ligne du fait qu'on va faire les zéniths, etc. Mais je vous avoue que j'ai eu aucun témoignage, aucune photo. Donc par curiosité, en tant que fan, si jamais vous avez ça s'est fait. Et à l'époque, justement, ils avaient de nouveau repris. Tom LaRuffa les avait rejoints et je sais qu'ils s'organisaient. Du peu que je sais, parce que je n'étais pas du tout de l'AVS, hein, c'était même un peu la guerre avec la ICWA. Mais voilà, je sais qu'à ce moment-là, Tom s'occupait un peu du booking, donc il y avait plus d'étrangers, plus de qualité, entre quelque sorte. Non pas que... Enfin voilà, je ne sais pas pour cracher sur, par exemple, Flash Gordon ou ses camarades. Ah non, pas du tout, là on les mentionne justement en disant qu'ils ont fait des zéniths. Donc de l'ancienne génération, mais voilà, il y a eu une période où ils comptaient un peu plus sur les anciens. Et puis, au moment où Tom est arrivé, peut-être un peu avant, ils ont commencé à reprendre à nouveau des jeunes étrangers qui permettaient de driver leurs jeunes à eux et qui faisaient que leur show était de très très bonne qualité, quoi. Moi, j'en ai vu quelques-uns en Alsace. Ça se défendait, quoi. Okay. Après, le problème, c'était souvent que c'était le même show. D'une année à l'autre, c'était le même show. Donc ça, c'était un peu le seul truc dommage, mais après, ça fait partie du catch aussi. Hein. Nous, on se faisait chier presque pour rien, finalement, parce que d'un show à l'autre, il y avait des gens qui revenaient, il y avait des fans, mais sinon voilà, on aurait pu faire exactement la même chose, le même show. Ça permet aussi aux catcheurs de faire le même match et donc de s'améliorer petit à petit. Il y a des bons points dans les deux cas. Mais voilà. Mais effectivement, la VS a bien fonctionné, mais je sais pas si... Ils ont peut-être fait plus de 3000. Non, puis bon, après, il faut aussi se dire que la VS, il y avait quand même beaucoup plus d'années d'existence. C'est une entreprise maintenant qui tourne, qui est rodée, etc. Vous, sur un petit bébé qui est né quelques années auparavant, se retrouver à ce moment-là dans cette salle de 3000 personnes. Comme tu l'as dit, je veux dire, d'un point de vue entrepreneur, production, je pense que tu ressens quand même une certaine émotion et une certaine fierté. C'est obligatoire et c'est normal. C'est normal. Oui. Donc, on finit sur ce beau moment, de la ICWA, sur ce beau WrestleMania qu'on a fait également. Et l'année prochaine, on se retrouve à Atlanta, donc. À Atlanta pour beaucoup de petites anecdotes, effectivement, à la fois catchesques et non catchesques. Je partagerai avec vous quelques-unes de mes expériences nocturnes à Atlanta. Hein, je tease un petit peu. Et voilà, non mais rien de grave, hein, je te rassure, rien d'illégal. Tout va bien. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 13 de La Cloche. Et puis rendez-vous dès demain sur AB1 pour ceux qui nous suivent le vendredi pour continuer à fêter nos 20 ans avec Philippe Chéreau. Comme chaque semaine, un énorme merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous ceux qui
Bah là vont me dire bah la copine de Stury elle s'appelle purée c'est pas possible. Ludivine. Ah voilà on finit sur toi Ludivine. Sans arrière-pensée Attention, aucune. quand même, Oui parce voilà que- bah, je précise après elle me connaît elle sait parfaitement que je n'ai aucune arrière-pensée J'ai en eu un disant ça. flash. Mais oui purée comment j'ai pu oublier Stury me Ludivine. l'a présenté quand on était à Lille il y a quelques mois et je viens de me souvenir qu'il Ah, m'a et puis dit moi ma je la copine connais depuis Ludivine. voilà depuis bah maintenant ça va faire 12 ans qu'on se connaît quoi parce qu'elle a débuté D'accord. comme dit comme Je manager. savais pas du tout qu'elle de était Smoke and manager Roll de la Express. LCW, Bah, c'est comme d'accord. ça qu'elle a rencontré Stury, qui D'accord. lui était arbitre à l'époque. Donc Ludivine, voilà. Ludivine. Bon, bah, on l'embrasse, on vous embrasse également tous. Merci de votre soutien et vivement la semaine prochaine parce que comme vous, on attend ça avec impatience, n'est-ce pas, mon cher Ali? Avec impatience, comme toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je voulais remettre ma capuche, c'est pas marché. Et donc, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Bisous.